Bien, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je me présente Sébastien Gauche, je suis bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Charente. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette belle salle d'audience pour cette nouvelle conférence. Et c'est un bâtonnier heureux et fier qui vous reçoit aujourd'hui, heureux parce que je vois que une nouvelle fois nous faisons plein. Vous êtes très nombreux pour cette conférence. Et fier aussi parce que c'est vrai que les avocats du Barreau de la Charente se mobilisent depuis déjà plusieurs années pour assurer ce moment de convivialité, ce moment de réflexion, en partenariat avec le Festival du film francophone d'Angoulême. Donc c'est à nouveau une vraie joie pour nous de vous accueillir aujourd'hui. La coopération avec la FFA, il faut le dire, et il faut ici remercier Dominique Besner et Marie-France Brière, existe déjà depuis 2011, je crois. Nous avons tous les ans tenu à présenter un film en lien avec la justice et en faire un sujet d'intérêt avec vous tous. Merci de votre présence. Je remercie particulièrement M. François Baudot qui est là, président du Conseil départemental de la Charente, qui nous fait l'honneur de sa présence. Merci, M. le Président. Je remercie également Madame la représentante du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Madame Paville, merci beaucoup, ainsi que Madame la représentante du maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond. Merci beaucoup à toutes ces personnalités qui, une nouvelle fois, démontrent l'intérêt qu'ils portent à notre ordre, et je sais que les confrères, ils sont très sensibles. J'ai aussi un remerciement, bien sûr, pour celui qui vous accueille, en réalité, celui qui nous accueille, il est derrière moi, c'est M. Bousseron, président du tribunal de grande instance d'Angoulême. Merci, Monsieur le Président, une nouvelle fois de votre coopération, de votre confiance. J'y vois deux dimensions. D'abord, je sais que comme moi, vous partagez l'idée que le barreau et effectivement les magistrats doivent travailler main dans la main, que c'est important pour le concours de la justice. Et puis, je connais également votre volonté d'ouvrir nos palais, notre palais au public. Et une nouvelle fois, c'est une belle preuve de cette volonté d'ouverture que vous voyez aujourd'hui. Si vous permettez, je vous laisse la parole quelques minutes, parce que vous êtes chez vous. À vous le micro. Monsieur le grand bâtonnier, parce que j'ai appris depuis que vous aviez été intronisé grand bâtonnier pendant la durée du festival uniquement, si j'ai bien compris. Donc je vous remercie. Je vous remercie à vous et l'ordre du Barreau de la Charente, parce qu'effectivement, depuis quelques années, ce partenariat que vous avez avec le Festival du film francophone se visualise effectivement dans cette juridiction, ce qui, vous le savez aussi, est aussi un prolongement de notre travail de relation avec la cité et d'ouverture de cette juridiction à d'autres événements, comme c'est le cas par exemple avec le Festival de la bande dessinée, qui a lieu donc qui a lieu au mois de janvier, excusez-moi. Je n'ai pas l'habitude du micro mobile, l'habitude de accrocher sur la barre. Voilà. Ça fait effectivement quelques années que ce partenariat fonctionne, et plutôt bien. Alors cette année est un petit peu particulière, je vous laisserai sans doute en dire plus ensuite, mais puisque d'habitude nous avons l'habitude de recevoir des acteurs, des réalisateurs pour des films de fiction, la plupart du temps. Et c'est la rencontre parfois de cultures, de milieux qui se connaissent souvent assez peu, qui se mélangent assez rarement. Et cela donne souvent des débats plutôt intéressants. Et c'est l'occasion toujours pour nous, comme on le fait d'ailleurs dans le cadre du Festival de la bande dessinée, de confronter la réalité à la fiction, de confronter les représentations qu'on peut avoir par rapport à cette réalité. Alors c'est pas toujours simple, je le dis. Par exemple, l'an dernier, le film qui était présenté était le film Les Châteaux, un sujet éminemment difficile et éminemment sensible, et faire rencontrer effectivement à la fois la fiction qui pour autant est basée sur des choses effectivement très difficiles et la réalité n'est pas toujours simple, mais en même temps c'est ce qui fait la richesse de cette année. C'est un petit peu particulier puisque exit les acteurs, il reste les réalisateurs et les auteurs, exit les acteurs et on se retrouve effectivement entouré de gens que nous connaissons mieux, des collègues pour la plupart, donc ce qui est pour nous effectivement quelque chose de plus rassurant. Rassurant pas tout à fait, puisque j'ai fini hier soir. Et cette conférence débat qui,
pouvait s'avérer plus aisée, à mon avis, il ne sera pas forcément tout autant, parce que le public qui est venu est averti, d'abord averti par le titre du film, ils savent pourquoi ils viennent, est averti aussi, puisque je vois, vous avez cité quelques noms d'un public très averti, effectivement, sur ce qu'est la justice et comment elle fonctionne. J'ai aussi beaucoup peut-être connu, effectivement, le public qui est là. Et je ne doute pas que le film va susciter beaucoup d'interrogations et de questions, j'en ai moi-même d'ailleurs, pas mal, puisque on a frontalement été face à nos représentations dans ce film, et puis la façon dont il est construit, les représentations aussi qu'il présente, puisqu'on n'a pas seulement la justice, mais aussi les deux justices qui sont très très représentées, et les représentations de justice qui sont le début et la fin du film, qui là aussi font que au-delà de la réalité, on va à nouveau interroger d'autres choses. Et je pense que vous aurez, notamment pour ceux qui ont vu le film, des questions à poser à ceux qui l'ont conçu et réalisé. Voilà. Donc je voulais à nouveau vous remercier de la confiance que vous faites de ce partenariat, et je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. J'en profite d'ailleurs pour remercier également vos services de greffe, Madame Guignard et Madame Alonso, que je vois ici dans la salle, qui ont beaucoup aidé à l'organisation, donc je les remercie particulièrement. Effectivement, vous l'avez dit, tous les ans, le festival nous propose un film sur lequel nous baptisons notre conférence. Il est vrai que cette année, le sujet du film est particulièrement aisé pour nous, puisque nous sommes dans notre milieu, notre activité, puisque le film dont nous allons parler cet après-midi s'appelle Rendre la justice, qui a été réalisé par Robert Salis. Et je dois dire qu'on est très heureux de ce choix, d'abord parce que évidemment c'est un sujet que nous connaissons. Je dois dire aussi à Robert Salis que nous avons beaucoup de plaisir à travailler avec lui depuis quelques jours, c'était vraiment une rencontre très très intéressante. Et puis j'ai aussi un petit plaisir, un petit vice personnel que je vous avoue. Vous allez assister pendant 1 heure ou 2 à des magistrats qui vont être questionnés, et on va enfin pouvoir leur poser toutes les questions. Parce que d'habitude, finalement, ce sont eux qui titillent nos clients, ce sont eux qui parfois nous interrompent, rarement, en tout cas pas ici. Alors qu'aujourd'hui, vous pourrez finalement, pourquoi pas, les malmener. Donc, je vous laisse avec eux. Le débat sera mené, je la remercie particulièrement, par Mme Alice Bâtonnière, Christine Morand-Leonetti et notre consoeur Gwenaëlle Delien, qui vont mener ce débat et qui vont vous expliquer le déroulement de cet après-midi. Bon après-midi à tous et bon débat. Oui, merci M. Bâtonnier de me laisser le plaisir de présenter les participants à cette conférence débat. 3 d'entre eux, 3 magistrats, vous les verrez ou vous les avez vus si vous avez déjà eu le plaisir de voir le film, y ont participé et ont fait des témoignages particulièrement intéressants et émouvants. Il s'agit en premier lieu de Mme Fabienne Siroté-Garnier, qui est vice-présidente de l'autorité de la concurrence, Mme Gwénola Jolicose, qui est présidente du tribunal de grande instance de Pontoise et qui est également cofondatrice de l'association Femmes de Justice, de M. Renaud Le Breton de Vanoise, qui est président du tribunal de grande instance de Bobigny. Nous avons également Jean-Christophe Hulin, qui est conseiller à la Cour d'appel de Versailles et co-auteur du film Rendre la justice. Madame Vauquelin, qui est substitut du procureur M. Jean-David Cavalier, qui n'a pas pu être présent parmi nous aujourd'hui. Et enfin, M. Robert Salis, qui est réalisateur et co-auteur de ce film magnifique, que sans doute certains, la plupart d'entre vous ont vu, et ceux pour lesquels ce n'est pas le cas, je les invite vivement. Alors, la sortie est le 13 novembre. Je vous précise qu'avant d'entamer le débat, nous allons regarder un court extrait. Juger, c'est savoir écouter, essayer de comprendre et vouloir décider. Bien sûr que ça fait peur, la justice, et je comprends que ça fasse peur. On est terrorisé quand on vient devant la justice, à tout le moins très impressionné. Il ne faut jamais oublier pour un magistrat que le justiciable, lorsqu'il vient devant lui, c'est l'affaire de sa vie. Le cauchemar d'un juge, c'est de commettre une injustice. S'il suffit d'accuser, où seront les innocents? Nous sommes tous des citoyens, et à ce titre, nous sommes tous des justiciables potentiels. Nous devons juger comme nous aimerions être jugés.
La justice peut être une machine à broyer, on nous le reproche souvent. Notre travail, c'est d'essayer de l'éviter, mais je ne vous garantis pas que je n'ai pas broyé quelqu'un. Je vis avec ça tous les jours. Le magistrat, que vous soyez procureur de la République, que vous soyez juge d'instruction, c'est quand même vous qui êtes aux manettes. Vous avez affaire à des êtres humains sur lesquels vous avez un vrai pouvoir, un vrai impact, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Il se joue dans les salles d'audience des drames humains qui sont pour nous totalement insoutenables. Quand vous êtes juge des enfants et que vous dites à une mère ou à un père qu'on va placer leur enfant, les réactions peuvent être extrêmement violentes. Le travail qu'on a à faire, et c'est un peu un devoir qu'on a comme magistrat, c'est effectivement, faut accepter ses émotions, et ce qu'il faut, c'est arriver à les surmonter pour revenir dans un cadre professionnel, essayer de se blinder, comme on dit communément, et faire son travail normal. Et puis, il faut prendre des décisions pertinentes, les revoir, et faire confiance. Il faut aimer les gens pour faire ce métier. La vraie manifestation de la force, c'est la douceur. Quelques images de ce film. D'abord, je vais commencer par comprendre de quelle façon, en fait, Robert Salis, Christophe Hulin, vous avez construit le film. Ce film, en fait, il apporte un éclairage totalement unique sur les études. C'est ressenti. Robert Salis, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce sujet et à le traiter de cette façon? Donc, d'abord, merci à tous d'être venus. Mon idée, c'est que, je la répercute dans le film, c'est que tout le monde peut être justiciable, c'est-à-dire avoir à faire la justice. Il suffit que quelqu'un vous dénonce, que vous soyez innocent ou coupable, c'est du temps populaire, quand on est pris dans l'engrenage, c'est très difficile. Et c'est vrai que ce sujet concerne tout le monde, mais on est tous démunis par rapport à la justice. On ne connaît pas qui sont les magistrats, qui nous jugent. Et donc, moi-même, ayant été justiciable et dénoncé à tort, je me suis retrouvé dans un engrenage judiciaire terrible, puisque ça a été, je suis passé en cours d'appel, en cours de cassation, etc. Et comme j'étais complètement démuni, j'avais un ami journaliste qui connaissait mon Christophe Hulin, qui avait écrit un livre avec... C'est un rare magistrat qui était marié à une avocate. Donc moi, je pensais que avocat et magistrat, c'était un peu antinomique. Et donc, j'ai dit à cet ami journaliste, je voudrais bien rencontrer Jean-Christophe Hulin pour lui demander des conseils avant mon passage à la Cour de cassation. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et Jean-Christophe est très cinéphile, il connaît le cinéma vraiment sur le bout des doigts, et il peut vous citer des tas de films et tout. Et j'ai trouvé très bien un magistrat très cinéphile. Donc, et il me dit, oh, il n'y a jamais eu de bon documentaire sur la justice. On a une image, les juges ont une image mal représentée. Alors, il m'a mis un peu au défi pour faire le film. Alors, je dis d'accord, mais on le conçoit ensemble. Et c'est grâce à Jean-Christophe que j'ai eu accès à des magistrats aussi brillants, importants. Bon, vous en avez trois ici, mais dans le film, on en a filmé 43. Je me suis retrouvé avec 200 heures de rush, donc il a fallu choisir, ça a été très compliqué. Et donc on a gardé dans le film 23 magistrats. Et le tournage a duré 2 ans. Et entre la préparation, la première rencontre avec Jean-Christophe, ça fait 5 ans et demi. Et donc j'aurais pas pu avoir accès à ces... Notamment, vous verrez, on est allé partout, on a été à l'ENM, au École nationale de la magistrature à Bordeaux, à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme. Le magistrat le plus connu, c'est François Molins, qui est dans le film et qui est remarquable parce qu'il évoque le Bataclan à un moment et ça fait frémir tout le monde. Il raconte le souvenir du Bataclan. Et donc l'idée, effectivement, c'était de montrer. Alors, ils sont tous très humains dans le film, donc moi je voulais un magistrat, comme j'en avais vu, qui était revêche, arrogant. Vous savez, il y a des magistrats qui ne laissent pas parler, ils n'écoutent même pas, etc. Malheureusement, ceux-là, ils ne se laissent pas filmer, donc...
si quelqu'un n'a pas envie de montrer l'image qu'il est. Donc, vous avez 3 des 4, pardon, nous ne sommes pas venus pour le film. Non, mais dans le film, et ils sont vraiment très très humains. Et moi, ça m'a surpris de rencontrer des magistrats qui aient une telle humanité parce qu'ils savent vous écouter, ils posent des problèmes très directement. Parce que quand, je ne sais pas si vous êtes passé en audience, que ce soit au civil ou au pénal, et la difficulté, ça a été de faire l'équilibre entre le civil et le pénal dans le film, parce qu'on parle toujours de prison et tout ça, etc., de la justice pénale, mais on parle très rarement de la justice civile. Et donc, nous, on a fait l'équilibre, parce que les 2 tiers des audiences, ce sont des audiences civiles, des procédures. Donc, c'est important de parler du civil. Le civil, c'est de trancher les litiges entre les particuliers. C'est pour ça qu'il y a un code civil, un code pénal. Et donc, l'idée aussi, c'était de montrer les lieux de justice. Avant, la justice était faite pour impressionner les justiciables. C'est pour ça que vous avez des tableaux assez impressionnants, tout ça, etc., qu'on a filmé dans le film. Et maintenant, il y a une tendance à faire et le nouveau tribunal de Paris en Saint-Paul, à faire des tribunaux beaucoup plus transparents, plus, sans la symbolique qu'il y avait autrefois. Donc voilà, j'ai voulu dire que la justice, il faut la connaître, et si le film sert à ça, c'est pour donner une autre image de la justice qui est quand même qui n'était pas terrible jusqu'à présent. Et alors, justement, est-ce que votre regard a changé après avoir réalisé ce film sur la justice? Donc, moi je dirais que, en fait, lorsqu'on est justiciable, ça dépend vraiment du juge sur qui vous tombez. Heureusement, il y a des. Il n'est pas d'accord, mais heureusement, il y a des procédures collégiales. Ça veut dire qu'il y a 3 juges, un président et 2 assesseurs qui vous jugent. Je ne parle pas des assises ou des jurés. Mais si vous tombez dans des audiences à juge unique, comme il y en a beaucoup, ça dépend vraiment du juge sur lequel vous tombez. Si vous avez un juge comme vous écoutez, qui connaît le dossier, parce que le problème c'est qu'il y a des centaines et des centaines de dossiers. Donc, comme vous dites, pour vous, c'est la 10e affaire de la journée. Donc, vraiment, ça dépend du juge, ça dépend des avocats aussi. On n'a pas parlé des avocats dans le film parce que se rendre la justice est rendue en tant que magistrat. Mais bon, on a l'idée avec ma productrice et Madame Terre qui est là, de faire une série sur pédagogie avec la justice comparée, parce qu'en France, c'est la justice issue du droit d'alter, qui n'a rien à voir avec la justice anglo-saxonne. Et même en matière de justice, il y a aussi une mondialisation. Et ça, c'est important de le dire, parce que de plus en plus, il y a des phagocytés, notamment avec les avocats d'affaires, les procédures financières par le droit anglo-saxon. Donc, pour vous répondre, ça dépend vraiment du juge. Jean-Christophe Hulin, comment a été ce travail de concert avec Robert Salis? Est-ce que vous avez été obligé de le censurer en sa qualité de justiciable, ou bien non, vous l'avez laissé faire? De fait, oui, j'ai été bien obligé de le censurer. C'est naturel, et très sérieusement, ça a commencé dès la première minute où on s'est vu. Je ne croyais pas. D'abord par une réserve qui est tout à fait naturelle. Moi, je n'ai pas envie de parler de tout ce qu'on aimerait dire quand on est magistrat à propos de la haine que l'on ressent à l'égard de l'ensemble de notre institution. Voilà, on a accepté en signant ce sacerdoce, d'une certaine façon, on a accepté d'être pourri. Voilà. D'ailleurs, j'ai énormément apprécié, et figure dans le film, cette parole extraordinaire de Lecoq, probablement l'un des plus grands magistrats de ces 70 dernières années, qui dit « le juge n'a pas à se faire aimer ». Et nous l'acceptons. Voilà. Pour autant, quand il en a parlé, il insistait, Et donc, je lui dis « oui, mais alors moi je veux quelque chose qui ne soit sans compromission, c'est-à-dire qui soit intelligent ». Et il n'y a pas de compromission de ce point de vue-là.
Je le dis souvent d'ailleurs, puisque je suis président de cour d'assises, je pense qu'il faut parler de la justice avec des mots rationnels, sans caricature et sans schématiser. Les Français ne sont pas des enfants. Et quand on connaît les jurés, on se rend compte que les jurés sont des juges à part entière et qu'ils sont capables de comprendre des choses, des notions qui sont même assez complexes pour nous. Donc il n'y a pas de raison. Ça, c'était une première condition. Pas de condition sur l'intelligence, sur le sentiment. Voilà. Deuxième chose, pas de vulgarité. Et j'appelle vulgarité la caricature. C'est pas que je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire des émissions de télévision comme on en voit sur M6 ou W9. C'est un autre boulot. Moi, je ne voulais pas qu'on parle de... C'était ni fait entrer l'accusé, ni 98 ans. Et je voulais aussi que il y ait une certaine intimité, voilà, quelque chose qui vienne du très profond de chacun d'entre nous, les magistrats, comme très peu par un film. Voilà. Et alors, pour vous donner l'anecdote, ce qui a complètement fait changer mon point de vue, alors que j'étais très réservé, c'est que moi qui suis effectivement cinéphile un petit peu, j'ai voulu voir une des œuvres de Robert Salis. Je vous invite, si vous pouvez, à voir ce film qui est extraordinaire, qui est un objet cinématographique non identifié, qui s'appelle Vivre nu. C'est un film sur le naturalisme. Alors, Dieu sait que, évidemment, entre l'injustice et le naturalisme, on partage cet aspect relativement sensible dans le traitement. Genre de robe, lance en robe, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'était sensible et potentiellement, c'était chargé de toutes les embûches que l'on peut mettre dans une œuvre de l'esprit. Et après avoir vu ce film, qui est traité avec une poésie absolue, une sensibilité, une discrétion, une intimité et vraiment une très grande sensibilité, avec beaucoup de retenue et d'intelligence, je suis tombé pratiquement fou amoureux de l'œuvre de Robert Salis. Et je me suis dit, si on peut faire ça avec les magistrats, eh bien on va les mettre tout nus. Et je n'avais pas osé faire mais je pense qu'ils se sont mis nus. Évidemment, et pour rejoindre ce que disait Robert, certains magistrats me disent qu'il faut prendre ce qu'il oui, j'en connais quelques-uns, évidemment, mais d'abord, qu'on a vu les demi, si vous voulez, ils auraient tout ça tout de suite pigé, pourquoi on voulait éventuellement les enregistrer. Donc on aurait absolument rien, ils auraient joué un jeu absolument contraire. Et puis, à titre personnel, ça ne m'intéressait pas d'interroger les gens, de parler pendant des heures et des heures avec les gens qui n'ont pas la passion pour la justice. Donc je voulais qu'il y ait cet aspect de passion, des gens qui... Voilà. Et puis, évidemment, c'est là où j'étais peut-être amené de temps en temps à le censurer pour le vrai. C'est qu'il avait ce travers du citoyen qui ne connaît pas la justice et qui se laisse parasiter par ce que les médias ou l'opinion publique, de façon très générale, pensent de tel ou tel magistrat. Voilà. Donc certains magistrats ultra médiatisés, je dis j'en veux pas, donc je ne ferai pas le film. Si ça, c'était déjà une certaine forme de censure, et il m'a donné toute l'attitude pour faire, si je veux dire, le casting de ce film. J'ai été extrêmement surpris, très agréablement surpris à la vue du résultat, de la sincérité avec laquelle les magistrats, mes collègues, se sont livrés, mais corps et âme. Voilà. Je disais, c'est un film qui se regarde les yeux dans les yeux, et je pense que les regards dans le film, moi je voulais qu'on capte le regard, mais le regard, je crois qu'il est vraiment passé. Et moi je suis toujours aussi ému en voyant le film, que je vois pour la 30e et 40e fois. Voilà. Ben, c'est comme ça un petit peu que j'ai vu ça, et voilà. Robert Salis, c'est le Éric Romer du documentaire. Effectivement, il y a une sincérité qui est absolument extraordinaire et aussi une émotion dans ce film. Alors, effectivement, le premier regard qu'on a quand le film débute, c'est un constat, c'est que la justice est une machine totalement infernale qui broie, et cela, c'est notamment Fabien Desiré-Garnier qui le dit extrêmement bien. Il vaut mieux l'éviter, c'est une loterie. Vous avez des mots extrêmement forts sur l'image de la justice. Alors l'image, c'est
c'est celle qu'on peut penser de la part d'un justiciable, mais quand on l'entend de la part d'un juge, c'est édifiant. Est-ce que ce film est de nature à rassurer, à votre sens? Pour moi, il n'a pas été fait pour ça. Je ne sais plus comment je suis arrivée là-dedans. Donc, dans cette aventure, on attendait à une petite interview de 10 minutes et il y a eu des heures de tournage et finalement, on oublie assez vite la caméra. L'important pour moi, et j'espère que ça ressort dans le film, c'était de dire ce que finalement j'avais envie de dire publiquement, si l'occasion m'en était donnée, depuis très longtemps. Alors, je suis pénaliste, hein, je le précise, depuis toujours et à jamais. Je sais quelles sont les idées fausses ou justes qui circulent sur la justice, et j'avais envie de dire ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment moi je vis quotidiennement ce métier qui ont plusieurs participants ont déjà évoqué le terme de passion. Et je dis toujours à mes filles, si vous avez la chance, quel que soit votre métier, d'avoir la même passion qui vous habite du début à la fin, d'aller au travail, quel que soit, parce que je ne le cacherai pas, c'est dur. C'est dur à tous les points de vue, c'est dur physiquement, c'est dur émotionnellement, c'est dur techniquement parfois aussi, mais si vous allez au travail, au tripalium, au labeur, à la torture, mais le cœur joyeux d'aller travailler, vous aurez réussi votre vie professionnelle. Donc ça, c'est important pour moi de le dire. Est-ce que c'est de nature à rassurer? Alors, moi, je voyais le film pour la première fois hier, et le terme qui m'est venu à l'issue, c'est, je l'ai dit, hein, j'étais secouée. Même moi, qui suis censée connaître ça par cœur, je dirais, ça m'a un peu explosé à la figure. Alors, notamment, des détails auxquels on ne fait jamais attention, la peinture dans les palais de justice, alors plus ici, c'est relativement sobre, sauf la croûte qui est derrière, donc voilà, la peinture, les statues, et ça a été magnifiquement filmé, et ça donne une image totalement terrifiante de la justice, que je comprends, que je conçois, et tout mon travail personnel, bon, là je suis dans des fonctions qui sont un peu en dehors, hein, ça a été de faire passer l'humanité qui n'exclude absolument pas de cette symbolique judiciaire. Et donc, oui, je rejoins ce que dit Gwenola Jolicose, vous n'êtes pas le 10e numéro, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous venez pour être jugé, vous venez pour être respecté. Il y a un mot peut-être qui n'est pas ressorti dans peut-être que c'est le respect de l'autre. Le juge, c'est celui qui respecte l'autre. Et ça, j'espère que, alors peut-être que le casting est faussé, je ne sais pas, mais si au moins ça, on est capable de le faire passer à travers ce film et à travers les débats qui s'en suivront, pour moi, je dirais que l'objectif sera rempli. Et j'ai été très émue, très franchement, très secouée, très émue, et je n'y attendais pas du tout, et j'espère que ça provoquera le même effet. Et oui, peut-être que je ne pense pas que ça aggravera notre image, au moins. Nos propos n'ont pas été trahis, ça je tiens à le dire aussi, c'est hyper important. J'ai fait pas mal de mini-interviews pour les radios, les télés, etc. Et à chaque fois, on est exaspéré parce qu'on sort une phrase de son contexte, on met en exergue quelque chose qui n'est absolument pas important, un compte rendu d'audience, on va vous sortir la chose qui est spectaculaire mais qui n'est pas importante. Là, le film, il est d'une fidélité parfaite à ce que moi, en tout cas, j'ai voulu dire, et ça, pour ça, je suis très satisfaite. Effectivement, ce film est particulièrement bouleversant et prenant, et notamment, Robert Salis disait tout à l'heure une chose qui est intéressante avec l'approche qu'il a faite, c'est qu'on ne s'est pas focalisé uniquement sur la justice pénale. Pour une fois, on accorde aussi une grande importance à la justice civile, mais qu'elle soit pénale ou civile, ce que vous avez tous indiqué de façon très claire, c'est la définition de l'acte de juger. C'est-à-dire que toute la difficulté pour vous, magistrats, et c'est une difficulté que l'on rencontre nous aussi quand on doit relayer auprès du justiciable, c'est que vous devez appliquer une règle de droit qui parfois est pour vous contraignante et qui fait que, alors qu'en principe, votre décision
doit aussi être équitable, eh bien, il n'y a pas toujours cette rencontre entre la loi et l'équité. Je pense notamment, je suppose que vous devez mal vivre lorsque vous êtes obligé de rendre une décision qui va rejeter une demande pour des problèmes de règles de procédure. On a beaucoup de mal à faire comprendre à un client parfois qu'il a perdu son procès parce qu'il y avait une prescription, alors qu'il considère qu'il avait un droit qui devait être reconnu. Comment vous vivez ça, que ce soit au pénal, que ce soit au civil? Alors, pénal, exclusivement. D'abord, ce que je vis le plus mal, moi, je vais vous le dire, hein, dans la loi du délibéré, le délibéré, la collégialité, j'adore ça. Enfin, vraiment, je trouve qu'on a tendance à la réduire pour des raisons budgétaires que je comprends, pour des raisons d'efficacité, d'accélérer des procédures qui sont trop longues, etc. Donc, soit, je n'ai pas à me prononcer là-dessus, mais vraiment, si j'ai le choix, je préfère être en collégialité. Le seul moment où la collégialité peut parfois poser problème, même si je n'en laisse rien, j'espère, transparaître, c'est quand je suis pour la relaxe et que le délibéré fait qu'on condamne la personne. Ça, c'est le président qui annonce le délibéré, je le fais, mais c'est vraiment, je le vis alors pas mal, hein, il y a un moment où il faut savoir se plier, et ça c'est un vrai moment où là, la personne, l'humanité, la personnalité dépasse le technicien, et franchement, ça n'arrive pas très souvent, mais quand vous devez dire à quelqu'un qu'il est condamné alors que vous êtes convaincu de son innocence, ça ce sont des moments, voilà, pour moi c'est le moment le plus douloureux, le reste, ça ne me gêne pas plus que ça. Je me permets juste de prendre le relais, d'abord pour remercier bien sûr Jean-Christophe Hulin et Robert Salis de nous avoir offert l'occasion pour la première fois en fait de tout simplement parler de notre métier. Voilà. C'est pas si souvent qu'on demande aux magistrats de parler d'eux, de parler de leur exercice professionnel, parce que je trouve que c'est un film qui parle certes de la justice, mais qui parle surtout des juges. Et c'est une belle interrogation de savoir qui sont ces individus derrière les lois. Alors vous savez que notre vie, c'est certes d'appliquer la loi, mais au-delà, c'est de rendre la justice. Et ce n'est pas tout à fait le même exercice. Je voulais reprendre Daniel Arnaud qui a très bien expliqué les questions du positionnement du juge pénal, mais aussi de la positionnement du juge civil. Parce que vous savez, vous ne savez pas, mais c'est l'occasion pour moi de vous en parler, ce positionnement est très différent entre le juge pénal et le juge civil. Parce que quand on est juge au pénal, et en fait on nous demande de rendre la justice au regard des règles de la société qui ont considéré qu'un certain nombre de choses étaient interdites. Il est interdit de tuer, il est interdit de violer, il est interdit de voler. Voilà, il y a des règles sociales qui sont fixées et que le procureur de la République est chargé de rappeler et de demander la pénalisation. Et puis voilà, nous, le magistrat du siège, à ce moment-là, on est là pour sanctionner, pour rappeler la norme et sanctionner. C'est une sorte de positionnement du juge. Mais il y en a une autre qui est le positionnement du juge au civil. Et au civil, c'est très très différent. En fait, au civil, il arrive devant nous deux personnes qui ont un conflit, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord et qui ont besoin, mais ça relève vraiment de la limite des temps, hein, qui ont besoin d'un tiers. Voilà, un tiers au conflit. Quelqu'un qui est à côté du conflit, à qui on vient le confier, on lui explique. Et moi, vous savez, je le dis souvent, ça fait plus de 30 ans que je suis magistrat, et à chaque fois, quand j'entends le premier plaideur, ou le premier avocat, qui me raconte la cause, je me dis, c'est sûr, c'est lui qui a raison, évidemment, je vais lui donner raison, je comprends pas, c'est évident, c'est ça. Et après, j'ai vu le deuxième, et je me dis, ah non, en fait, c'était compliqué que ça, zut, il y a des choses qu'on n'avait pas dites, on m'a présenté les choses d'une certaine façon, puis en fait, en écoutant l'autre, je m'aperçois que c'est pas si simple. Ça, c'est ce beau et grand exercice qui est le contradictoire. Vous savez, le contradictoire, une grande règle de procédure très importante en France et dans la justice de manière générale, c'est d'écouter les deux parties. Et ça, c'est une exigence très importante pour le juge civil. D'écouter l'un puis d'écouter l'autre. De comprendre les arguments de l'un et de l'autre avec la même attention, le même temps porter les arguments des uns et des autres. Et puis après, avoir ce rôle de magistrat, on va en parler ensemble, ce rôle si fondamental, et ce qui fait qu'on a choisi ce métier, ça va être de décider, de trancher. À la fin, il va falloir prendre une décision et dire
qui a raison, qui a tort, c'est souvent plus compliqué que ça. Dire ce qu'on peut donner à l'un, ce qu'on peut donner à l'autre. Alors un des grands exemples qui vous est sans doute familier, on n'en parle pas assez clairement, mais un des grands exemples des dossiers civils, eh bien, ce sont des divorces. Ce sont tout ce qu'on appelle les affaires familiales. Il y a un papa, une maman, un époux, une épouse, des enfants, un bien immobilier, enfin, il y a des tas de choses à régler. Et le magistrat du siège, ce qu'il va faire, c'est écouter les deux parties. Alors, il dit du siège parce que là, le parquet, voilà, il n'est pas là, parce qu'au pénal, le parquet n'est pas présent sauf de manière exceptionnelle. Et le juge du siège, au civil, et donc le juge du siège, lui, il va falloir prendre une décision. Vous savez bien ces fameuses décisions dont on parle souvent dans l'opinion publique. Qui a eu l'enfant, comment on a vendu la maison, quelle pension alimentaire a été fixée. Et ça, c'est vraiment le rôle du magistrat dans l'enceinte civile à l'issue de l'exercice du contradictoire, de l'écoute des deux parties. Et vous voyez, ce métier, il n'est pas facile. Voilà, je crois que c'est ça qu'on peut dire, c'est pas facile d'être magistrat. C'est pas facile, et vous le comprenez à travers les exemples que je viens de donner, si ce n'est pas facile, c'est pour autant indispensable. Toute société a besoin soit d'un tiers au conflit, soit d'un magistrat qui rappelle la norme. Ce sont des règles indispensables à la société, et il faut quelqu'un pour les appliquer, et c'est le magistrat. Et nous essayons de le faire le mieux possible, et avec le plus d'attention à l'autre possible. Toujours pour tenter de répondre à la même question, je pense qu'il faut distinguer le civil et le pénal, puisque le problème n'est pas du tout le même. En matière pénale, d'abord, il faut se prévenir, quand on prend une décision, de l'arbitraire. Et en matière pénale, ce qui triomphe au bout du processus, c'est l'intime conviction. Alors l'intime conviction, c'est pas l'arbitraire. Il faut qu'il y ait des éléments suffisants, des charges qui sont suffisantes pour qu'on ait une certitude de la culpabilité. Je dis bien une certitude. Alors, de ce point de vue, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est très utile à faire comprendre quand on est extérieur à la justice, c'est que dans tout le cheminement d'une procédure pénale, ces éléments ils vont subir une appréciation, vont être soumis à une appréciation qui est différente. Quand, par exemple, on met quelqu'un en garde à vue, au tout début du processus, il faut qu'il y ait des indices laissant penser que la personne a vu commettre une infraction. Lorsque on met quelqu'un en examen, on est plus loin dans le processus judiciaire, il faut qu'il y ait des indices graves et concordants. Les taux se resserrent en quelque sorte. Et ensuite, quand on va renvoyer l'affaire devant le tribunal, il faut qu'il y ait des éléments, des charges qui soient suffisantes pour qu'il y ait besoin d'un débat judiciaire sur la culpabilité. Sinon, c'est un non-lieu où, en début de processus, c'est un classement sans suite. Et puis, quand on arrive à l'audience, on inverse complètement l'appréciation. Là, il faut qu'il ne reste aucun doute. S'il y a un doute sur la culpabilité, moi je me mets souvent dans cette position de me dire, est-ce que je suis prêt à mettre ma main à couper? Parfois je me dis, non, trop dangereux, je tiens ma main, je ne la mets pas, je ne condamne pas. Je décide de ne pas condamner, pour autant évidemment que je sois en formation de jugement à juge unique, puisque effectivement, quand on est en collégialité, il peut arriver qu'on soit une minorité, et ça il faut l'accepter. Surtout quand c'est soi, parce qu'on préside la formation et qu'on a été mis en minorité, et qu'on prononce le jugement. Il faut le faire dans le secret délibéré, et donc ne pas laisser paraître qu'on n'est pas d'accord avec la décision. C'est pas toujours, croyez-moi, très facile. Donc voilà pour la matière pénale, vous voyez, ça n'est pas l'arbitraire, il faut vraiment qu'il y ait une certitude de la culpabilité. En matière civile, c'est tout autre. En matière civile, il y a des règles de preuve. Et donc les règles de preuve, eh bien, elles vont faire que notre appréciation est limitée. Et donc ce sont les plaideurs, et notamment tout le métier des avocats, d'apporter un argumentaire, ce qu'on appelle des moyens, qui vont permettre au juge de rendre sa décision. Et les moyens, il faut bien les choisir. Si on se trompe, on peut aboutir à une décision qui va être inverse. Toute la difficulté, elle est là, et c'est vrai, moi je suis le premier à le dire, combien de fois, notamment quand j'étais juge d'instance, parce que le juge ne peut pas lui-même soulever les arguments en matière civile, contrairement à la matière pénale, où il cherchait son intime conviction dans tous les éléments du dossier, en matière civile, il ne peut pas soulever les arguments à la place des plaideurs, sauf quelques exceptions, ce qu'on appelle les moyens d'ordre public.
Mais si on n'est pas dans ces moyens-là, eh bien le juge n'a pas cette liberté d'aller chercher lui-même les arguments. Et dans ces cas-là, eh bien, il tranche la décision au regard des règles de preuve. Et combien de fois il m'est arrivé effectivement de rendre des décisions dont je savais que si l'affaire avait été plaidée différemment, peut-être le résultat eût été différent. Et ça, c'est effectivement très pénible, très difficile à vivre. Voilà, d'où, mais ça on en parlera peut-être plus tard, pour revenir à un rapport avec l'équité, parce que l'égalité et l'équité, effectivement, me calme toujours, eh bien, il y a d'autres modes de résolution des litiges auxquels le juge peut inviter les parties à découvrir, inviter les parties à découvrir. Voilà. Je crois que la réponse a déjà été très très claire. Moi j'ai des vieux souvenirs de ma période d'étudiant en droit. On citait toujours Roger Bellot qui disait toujours que la procédure c'était le rempart contre la retraite. Et c'est quelque chose qui me revient très régulièrement en tête. Quand on est parfois tenté, on voit que l'égalité n'est pas tout à fait conforme avec l'équité, on pourrait être tenté effectivement d'aller d'autres biais, je m'en rappelle toujours ça. Et je me dis, là aussi, c'est quelle est la place du juge. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, le juge n'est pas le législateur. Il ne doit jamais l'oublier aussi. Alors qu'il pourrait être tenté, effectivement, il y a parfois des moyens. Et donc il doit avoir tous ces garde-fous qui nous reviennent régulièrement en tête pour se rappeler quel est son rôle, quelle est sa place. Quand bien même, vous disiez parfois, à un certain moment, un petit peu, un certain mécontentement, on va dire, sur la solution qui a été trouvée. Alors, malheureusement, l'effet du temps fait que, à force de répéter aussi ces situations, on en convient, ou alors on a depuis longtemps compris que la vérité judiciaire était parfois différente de la vérité. C'est aussi quelque chose auquel on doit s'habituer. D'ailleurs, on le voit au quotidien, quand les avocats nous présentent un dossier, ils présentent aussi la réalité qu'ils veulent nous présenter. Parfois, elle n'est pas complète, et on la découvre au fur et à mesure. Mais ça fait partie, effectivement, des enjeux du procès. Alors, on a quelques moments, vous en parliez un petit peu, j'étais juge d'instance aussi, ça m'arrivait quand je voyais que la décision que j'allais rendre n'allait satisfaire ni les uns ni les autres, moi-même d'ailleurs. C'était le charme du juge d'instance. Je décidais d'un transport sur les lieux. En réalité, pour tenter de concilier les parties, c'était souvent le cas en matière de servitude de passage, où je savais que les uns et les autres allaient se faire la guerre pendant encore au moins 20 ans, quelle que soit la décision que j'allais rendre. Et je prenais les affaires, je prenais les bottes, souvent, et j'allais sur place pour essayer de convaincre les gens. Je dirais paradoxalement, mais je ne sais même pas si c'est paradoxal, le simple fait de se déplacer sur les lieux faisait que dans 98% des cas, on trouvait une solution dans la conciliation. Et à chaque fois que je l'ai fait, j'en ai toujours été extrêmement satisfait. Voilà. La vraie difficulté, c'est que ce type de justice est parfois un luxe dans notre mode de fonctionnement qui est celle de la gestion des flux. Voilà. Donc, voilà une réponse peut-être un peu alambiquée, mais je crois que les termes des enjeux sont un peu là. Alors, au-delà de l'acte de juger qu'on a décrit pour expliquer effectivement que d'abord le juge avait cette obligation et qu'il était parfois tiraillé entre l'application de la règle du droit et l'équité, ce que le film nous dépeint très bien, et c'est en cela qu'il est extrêmement émouvant, c'est la solitude du juge et puis la difficulté aussi d'être confronté quotidiennement à des choses extrêmement lourdes. Et est-ce que vous voulez vous exprimer là-dessus, puisque effectivement le film comporte des témoignages qui sont très intéressants. J'aimerais aussi que vous parliez de la problématique aussi par rapport au justiciable qui est évoquée dans le film. Quand certains juges sont confrontés, par exemple aujourd'hui, et je crois que Mme Junicos pourra nous en parler, la profession de magistrat, de la même manière que celle d'avocat, c'est extrêmement féminisé. Comment parfois les justiciables appréhendent cette situation et quelles questions cela pose pour l'avenir? Alors, il y a beaucoup de questions dans ce que vous venez de dire. Alors, pour commencer sur l'émotion, peut-être qu'on a
pas cette image-là du métier de magistrat. On imagine peut-être un métier très technique, qui nécessite beaucoup de compétences juridiques, qui nécessite d'avoir passé un concours difficile pour accéder à ces responsabilités. Tout ça est vrai. Mais pour autant, au quotidien, ce que nous vivons, c'est essentiellement de l'émotion, c'est-à-dire essentiellement des gens qui viennent nous apporter la chair, les larmes, les pleurs, la violence de leur conflit, de leur vie, du problème qui se pose à eux. Le métier de juge, je le dis souvent, c'est vraiment un métier difficile parce que c'est un métier du conflit. Voilà, on est sans cesse dans le conflit. Et les années passant, ça peut finalement fatiguer, ça peut démoraliser. Il y a des collègues qui n'en peuvent plus d'être sans cesse dans le conflit, dans la mort aussi. Moi j'ai été juge d'instruction longtemps, donc j'ai beaucoup instruit des affaires d'assassinat, de meurtre, de viol, enfin d'une extrême violence et de grandes difficultés émotionnelles, des situations, Renaud, le breton de l'a dit dans le film, qui peuvent nous atteindre émotionnellement au point que les larmes montent aux yeux, ça nous arrive régulièrement aux uns et aux autres. Vous voyez, nous sommes des êtres de chair et de sang, voilà, exactement comme vous, comme le justiciable quand il est devant nous. On est tous pris par les émotions, par la gravité des faits. Ce sont des faits souvent extrêmement graves qui nous sont confiés. Ça c'est pénal, mais au civil c'est aussi extrêmement grave, parce qu'une servitude de passage, ça peut pourrir une vie. Bien qu'il y a des gens qui vraiment toute la vie seront fâchés à mort avec leurs voisins parce qu'ils n'ont pas réussi à se dire prenons un café, voilà, parlons-en, on va trouver une solution. Non, en général, les gens ne font pas comme ça, et vous avez bien remarqué, on en parle beaucoup, il y a une grande judiciarisation de la société. Les gens viennent devant nous pour un oui, pour un non. Et quand je dis pour un oui, pour un non, j'ai été juge aux affaires familiales pendant longtemps. Il y avait des familles, des parents qui venaient devant moi au mois de juin pour savoir qui allait devoir acheter le manteau pour la rentrée scolaire de cette année. Voilà, il y a des conflits d'autorité parentale qui sont traités au fil de l'eau par les juges d'affaires familiales. C'est le constat de l'impossibilité des parents de se mettre d'accord, de discuter un tant soit peu de l'intérêt de l'enfant. Vous voyez une judiciarisation importante qui repose finalement sur nos épaules, et là les faits, vous le voyez, c'est que des affaires sans cesse submergent l'institution judiciaire. Le système judiciaire français est trop saisi, ou alors n'a pas les moyens au regard du niveau de saisine qu'elle subit, et donc c'est une institution qui subit une très forte pression des affaires, beaucoup d'affaires, sans cesse de nouvelles affaires, et vous voyez bien que les moyens qui sont donnés à l'institution judiciaire, qui sont les moyens les plus faibles de l'Europe entière, nécessitent un très grand investissement des magistrats. Alors peut-être que je peux m'arrêter là, je reviendrai sur des femmes après, pour permettre aux collègues de parler de ce sujet-là d'abord, du sujet émotionnel, pour le parquet, c'est important. Je me rends compte que je suis la seule représentante du parquet. Alors moi j'ai découvert le documentaire puisque je n'ai pas du tout participé, j'ai eu la chance de le découvrir étant substitut à Angoulême en l'absence de mon procureur. Pour rebondir sur deux plans qui ont été abordés tout dernièrement. D'abord, effectivement, le procureur, l'image qu'on en a, je pense, qu'on a à la justice, c'est celui qui demande, qui va réclamer la condamnation et qui va réclamer une peine, ce qui nous donne l'image qu'on assume totalement d'être le méchant, en tout cas celui qui va venir incarner la loi, mais qu'on va aussi éventuellement être le père fêtard vis-à-vis des justiciables qui n'ont absolument pas envie d'être devant nous. Mais ce qu'on voit moins, c'est l'immense majorité des dossiers que nous traitons, qui sont des dossiers qui ne viennent pas devant le tribunal, jamais, parce que l'immense majorité du travail du procureur, c'est en réalité d'examiner des dossiers qui vont être classés sans suite, qui vont donner lieu à des rappels à la loi, qui vont donner lieu à des alternatives de poursuite. Et donc, lorsqu'il était question de trancher, quand on est substitut du procureur, vice-procureur ou procureur, en réalité, on ne fait pas que requérir une peine, on tranche en permanence. Et trancher, c'est un requis très violent, et cette violence-là, on la ressent. Je pense qu'il est indispensable de la ressentir parce qu'on sait que lorsqu'on classe sans suite, on va dire à des personnes qui se prétendent victimes, bah non, il n'y aura pas de procès. Vous ne serez pas reconnu par la justice comme étant victime. Et je pense que les situations les plus difficiles que j'ai eu à vivre, parmi celles les plus difficiles que j'ai eu à vivre, c'est de savoir qu'il y a une victime. Donc, par exemple, je pense à des cas où vous savez qu'un enfant a été violenté. Et vous avez beau multiplier les actes d'enquête, et bien vous n'arrivez pas à déterminer qui a violenté cet enfant. Vous savez qu'il est victime, mais vous ne savez pas si c'est du père, de la mère, de la grand-mère, du tiers qui le garde. Et donc vous allez devoir classer sans suite. Et donc, quelque part, ne pas rendre justice à cet enfant.
mais parce que de toute façon, si on n'a pas de preuves, il serait totalement arbitraire de venir poursuivre qui que ce soit. Donc c'était pour rebondir un petit peu sur la question précédente sur ce qui peut être compliqué dans le fait de trancher. Et ça rejoint aussi l'idée qu'effectivement, dans ces dossiers-là comme dans d'autres, on ressent les émotions, effectivement, et ce sont des décisions qui sont extrêmement violentes à prendre. Et là où moi je suis extrêmement heureuse d'être au parquet, c'est que, mais ça c'est sûrement au siège aussi, mais au parquet particulièrement, et moi c'est ce que j'ai découvert dès le stade de ma formation, eh bien le parquet c'est une équipe. On fonctionne vraiment en équipe, c'est-à-dire que chacun d'entre nous peut prendre le dossier à un stade et avoir à le traiter. Donc vraiment, on est indivisible et on est interchangeable. On peut monter à l'audience sur des dossiers qu'on n'avait jamais connus auparavant. Ce n'est pas nous qui avons décidé de poursuivre, mais on va à l'audience. Donc on est une équipe, on fonctionne en équipe. Et donc, peut-être plus encore qu'au siège, on a cette possibilité de venir parler de ce qu'on dit, des décisions très difficiles qu'on prend. D'ailleurs avant de les prendre souvent, et donc ça fait partie des choses qui sont extrêmement salutaires parce que c'est vrai qu'on peut se sentir parfois très seul face aux décisions qu'on a prises quand on rentre chez soi, et il n'y a pas d'accompagnement psychologique. C'est M. Moulins qui en parle un petit peu dans le documentaire très bien par rapport aux attentats, et c'est vrai qu'en dehors de ces situations absolument dramatiques et extraordinaires au sens propre du terme, on n'a jamais d'accompagnement psychologique après des décisions, des procès très difficiles. Et donc, dans le cadre de votre formation, justement, est-ce qu'il y a des éléments, un soutien ou une sensibilisation en fait, au trauma? Est-ce que... Très peu, honnêtement, très peu. Est-ce qu'à un moment donné, on se demande comment est-ce qu'on va vivre les décisions qu'on prend? Non, je pense très peu. Donc après, soit on a le soutien des collègues, soit on a des soutiens extérieurs. Il y a un magistrat dans le documentaire qui souligne à quel point c'est important d'avoir une vie à côté qui soit stable, mais effectivement très peu. Solitude et émotion, oui, ça peut caractériser le métier. Solitude, je ne reviens pas. Voilà. Émotion, je racontais hier une anecdote et je vous dirais, moi, et ça pourra peut-être vous choquer, un des dossiers qui m'a le plus ému. Émotion, un collègue très brillant, juriste hors pair, faisant son stage ENM chez un juge des enfants, fond en larmes, il était stagiaire, parce qu'on venait de retirer trois enfants à une prostituée, et que les enfants s'accrochaient aux jambes de leur mère, hurlaient, la mère hurlait, et lui ruisselle, incapable de soutenir la violence de ce moment. Et sa maître de stage lui avait très sèchement reproché en lui disant « tu t'es trompé de métier ». Je crois que c'était elle qui s'était trompée de métier. Et alors, l'affaire qui m'a le plus émue, enfin, j'exagère un peu, il faut savoir que j'ai requis un certain nombre de fois aux assises dans les dossiers les plus sanglants et les plus horribles qu'on peut imaginer, comme tous les collègues qui font ça. Mais le moment très fort, et c'est pour vous montrer que l'émotion se niche partout, c'est une affaire, j'allais dire hélas, banale, d'homicide involontaire. Un chauffeur de bus qui, en tournant, n'avait pas vu dans un angle mort deux gamins qui étaient sur un vélo. Et les deux gamins étaient morts. Le parquet l'avait poursuivi pour homicide involontaire. À l'audience, j'avais le chauffeur de bus qui sanglotait, qui a sangloté pendant toute l'instruction de l'affaire, la mère des deux mômes qui pleurait et qui à un moment se rue sur le pupitre et qui nous met sous le nez les dessins de ses enfants. Les dessins de ses enfants, et là, les trois juges et la parquetière, tout le monde a fondu en larmes, littéralement. Ça s'est mis à ruisseler, alors on se mettait la tête en arrière, on essayait de rester pro, comme on nous l'a appris, mais je crois qu'on l'était finalement. Et puis bon, voilà, c'est un moment, vraiment, j'en ai encore des frissons quand j'en parle, c'était il y a 15 ans, 10 ans, je ne sais plus. Mais voilà, c'est vous dire que le juge, à un moment, il ne faut pas avoir honte, alors pleurer c'est l'extrême, effectivement, je ne dis pas que ça nous arrive tous les jours, et puis on est comme les médecins, on s'endurcit, et on peut même plaisanter de certaines affaires abominables, enfin, on évacue, mais ne jamais perdre cette capacité à s'émouvoir, dans le bon sens du terme, je crois que c'est fondamental, et ça aussi, je pense que le film permet de le comprendre.
va aussi aller d'autres anecdotes, évidemment, parce qu'on a plein d'histoires à raconter. On nous aime bien dans les dîners. Pour nous qui avons à peu près une trentaine d'années de vie professionnelle dans la magistrature, évidemment, vous imaginez qu'on a plein d'anecdotes. Moi, j'ai eu du temps pour pouvoir parler de la souffrance. C'est très tardif. Et j'en ai parlé, je pense, pour la première fois à Dominique Verdagnan, qui a fait un livre qui s'appelle Les magistrats sur le divan, et qui parle justement de la souffrance qu'éprouvent les magistrats. Et j'ai pendant des années pensé qu'il ne fallait pas montrer un visage de faiblesse, il fallait justement rester professionnel, même si j'en étais parfois dans certaines affaires totalement incapable. Alors je vais vous raconter cette anecdote que j'ai racontée pour la première fois à Bernard, je n'en avais jamais parlé avant. C'était lorsque je présidais l'affaire de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc, il y avait une souffrance qui était perceptible dans la salle, une tension absolument extrême, et je me suis dit, on ne pourra pas partir dans 2 mois de débat sans évacuer l'émotion. Donc contrairement à la procédure, je décide d'entendre des parties civiles au terme de la première phase du procès, qui était l'exposé des faits. Les faits étaient déjà très complexes, il nous avait fallu 1 semaine pour tout expliquer, et au terme de cette semaine, je donne la parole aux parties civiles. Ça a duré 8 heures. Pendant 8 heures, elles ont défilé, toutes celles qui le voulaient. Tout le monde n'est pas venu à la barre, mais beaucoup sont venus, parfois certaines juste en montrant une photo, et d'autres en s'exprimant. Et c'était de plus en plus insoutenable. Moi, il fallait que, entre chaque intervention, je trouve la force simplement de prendre la parole pour dire merci et appeler la personne suivante. Et ma voix s'étranglait, et j'essayais de trouver la force en moi que ça ne paraisse pas. Et plus on avançait dans la journée, plus l'émotion était terrible. On était obligé de faire des suspensions d'audience. Et à un moment donné, vers la fin de la journée, je me retourne vers ma première assesseure que je sens ne plus pouvoir continuer. Et je lui dis, voulez-vous qu'on s'arrête discrètement? Elle me dit non, sinon je ne reviens pas. Donc il a fallu qu'on aille jusqu'au bout. Moi, de mon côté, je me tournais à droite, j'essayais de sortir un Kleenex derrière mes lunettes pour me sécher d'un côté. Puis après, je me retournais à gauche, j'essayais de faire ça le plus discrètement possible. Enfin, j'ai dû passer un paquet de Kleenex entier. Et je me suis dit, ça va être terrible demain dans la presse, on va dire que le président s'est mis à pleurer. Et en fait, personne n'en a parlé, parce que tout le monde pleurait. Les prévenus pleuraient, partie civile bien entendu, les avocats, une 60aine d'avocats, tout le monde pleurait. Les interprètes, tout le monde pleurait. Et les journalistes, tout le monde pleurait. Et donc le lendemain, pudeur, personne n'en a parlé dans la presse. Voilà. Et il nous reste qu'une seule chose pour évacuer l'émotion, c'est la collégialité. C'est-à-dire que quand on faisait nos suspensions d'audience, là on pouvait tout de suite évoquer l'émotion qu'on éprouvait. On éprouvait tous la même émotion qui était vraiment insoutenable. Donc voilà, il y a des moments vraiment extrêmement difficiles. Et pour moi, le fait d'en parler, ça a été un cheminement. Parce que vraiment, j'ai eu beaucoup de temps à pouvoir. Et merci à Robert Salis d'avoir réussi aussi à me faire livrer d'autres anecdotes, notamment une que je donne dans le film. Je reprends peut-être sur la deuxième partie de la question, qui était la question de qui juge. Alors, on se pose la question de la justice, mais de qui rend la justice. Alors, finalement, c'est qui ces juges, et qui ces magistrats. Bon. On avait trois exemples, enfin 4, 5, 6, enfin voilà, vous avez plein de magistrats devant vous là, cet après-midi. Et ce que je veux vous dire en termes global, c'est que la magistrature, elle a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé, les juges ne sont plus les mêmes que ceux que Daumier caricaturait au XIXe siècle. Ce qu'on peut en dire essentiellement, une des grandes transformations sociologiques de la magistrature qu'il faut connaître, c'est bien sûr sa féminisation. Vous savez, pendant des siècles, la justice en France n'a été rendue que et uniquement par les hommes. Et ça ne posait bien sûr aucun problème. Et puis maintenant que
que peu à peu la magistrature s'est féminisée. Je ne sais pas si vous avez une idée depuis combien de temps les femmes doivent être juges en France. Vous avez une idée? D'après vous, vous pas? Les années 70, d'accord. Bon, vous imaginez, c'est un peu la conquête, hein, c'est la conquête des droits des femmes, c'est l'après-guerre, hein, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, c'est une loi de février 1946 qui permet aux femmes de devenir magistrates. La loi dit que l'un et l'autre sexe peut candidater au concours de la magistrature. Et donc à partir de là, la magistrature a été ouverte aux femmes. La première femme qui est entrée dans la magistrature, c'est en octobre 1946. C'est une professeure de droit qui a été intégrée à la Cour de cassation. Alors voilà, peu à peu, la magistrature s'est féminisée. Et puis vous l'avez vu, parce que je pense que l'opinion publique le dit. Ah bien, dans les tribunaux, au fil des années, ce sont des femmes qui se sont installées. Et c'est peu à peu installé dans l'opinion publique l'image d'une magistrature féminine, d'un métier de femme. On s'est aperçu que dans les tribunaux, il n'y avait plus que des femmes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, c'est un concours. Les filles ont fait la fac de droit, elles ont été bonnes en fac de droit, elles ont passé le concours de la magistrature, elles sont devenues magistrates. Je ne sais pas si vous avez une idée de combien il y a de femmes aujourd'hui dans la magistrature française. D'après vous, 20%, 30%, 80%, 60, 70, ouais, 60. Alors, en fait, ce qu'on a, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de femmes dans la magistrature française. Alors, en fait, on confond un peu les entrées et le stock, on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en stock, c'est-à-dire des femmes magistrates en exercice aujourd'hui en France, c'est 65% de la magistrature française. Mais c'est vrai qu'on a cette image qui est augmentée, on va dire, par le fait qu'à l'École nationale de la magistrature, les promotions sont à hauteur de 80 à 85%. La promotion la plus élevée a été à 85%. C'est dans les années 2000, enfin c'est en 2000, on est passé à 50% du corps. Donc aujourd'hui, 64% de la magistrature est constituée de femmes. Alors pourquoi on dit ça? C'est quoi l'intérêt de dire ça? C'est l'intérêt de réfléchir à ce que c'est qu'un métier qui se féminise et notamment au regard de l'opinion publique. Parce que qu'est-ce qu'on entend dire? Vous l'entendez, je suis sûre que vos concitoyens, je parle aux élus, là, on dit souvent, l'opinion publique dit, mais on est jugé par les femmes. Et puis attention, parce que dans les prétoires, il n'y a pas que les femmes, il n'y a pas que les 3 femmes juges, il y a aussi des femmes avocates, il y a aussi la femme greffière, souvent, enfin bref, dans les prétoires, il n'y a que des femmes. Et puis vous avez remarqué, celui qui est jugé, c'est souvent un homme. Parce que vous avez vu, la délinquance, elle est à 99% masculine. C'est une réalité aussi sociologique sur laquelle on peut réfléchir. Pourquoi les femmes sont moins délinquantes? C'est une réflexion, moins criminelles, c'est une réflexion, mais en tout cas la réalité elle est là. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand dans l'opinion publique on entend dire eh bien, on est plus jugé par les femmes? Vous entendez certains hommes qui disent qu'ils ne sont jugés aussi dans les divorces que par les femmes, qui sembleraient dire donc qu'ils ne seraient pas jugés de la même façon que s'il avait été par un homme, c'est ce qu'on doit comprendre, sans doute. Donc il faut réfléchir à tout ça. Je pense qu'il y a une chose qu'on peut dire, et je crois que les collègues en seront d'accord, hommes ou femmes, nous rendons les mêmes décisions. Ça, c'est statistiquement prouvé, ça a été étudié par de nombreux universitaires. Ce sont les mêmes décisions qui sont rendues, et quand nous sommes en collégialité, on s'aperçoit qu'en fait, on pense à peu près la même chose des affaires, et que nous prenons à peu près les mêmes décisions. Donc c'est une fausse image que l'opinion publique a, mais il faut toujours faire attention aux apparences. L'apparence, ça compte. Et cette apparence, désormais, que la justice est féminine, qu'elle est rendue par des femmes, et qu'elle est souvent rendue envers les hommes, eh bien c'est une question qu'il faut qu'on se pose collectivement. Moi j'y réponds d'une façon, c'est que je crois très profondément à la mixité. Je pense que tous les métiers doivent être mixtes, mais je dis bien tous. Et je ne souhaite pas que l'on dise que parce que la féminisation est réelle et forte dans la magistrature, que ça pose un problème à la magistrature. Non, ce qui pose un problème à la société dans son entier, c'est que les métiers ne soient pas tous mixtes. Ce qui n'est pas bon, c'est qu'il y ait 80% d'ingénieurs. Et ça n'est pas bon qu'il y ait peut-être demain 80% de femmes magistrates. Parce qu'effectivement, le mouvement va forcément s'amplifier. C'est mécanique, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui rentrent. Les quelques hommes qui restent vont vieillir, partir à la retraite, et évidemment, il y aura de plus en plus de femmes, ça c'est mécanique et automatique, de femmes magistrates. Alors, ça, est-ce que ça pose problème à la société? Et comment on réfléchit à ça? Comment on réfléchit à la mixité des métiers? Comment on réfléchit au fait que les femmes aillent en fac de droit, aillent en fac de médecine, mais aillent aussi dans les écoles d'ingénieurs, et que des garçons veuillent faire leur droit? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au 19e, un garçon de bonne famille faisait son droit. Bien, c'est fini. Voilà, les garçons n'ont plus envie d'aller en fac de droit. Donc ce sont des questions qu'il faut se poser. Bon, je pense que c'est un très vaste sujet, un sujet sociétal bien plus vaste, mais la magistrature en est une illustration. Et je pense que c'est très important que les citoyens et le corps de la magistrature
réfléchissent à ce phénomène, s'en emparent et une réflexion et des convictions au regard de la nécessaire mixité de chacun des métiers et de lutter résolument contre la répartition genrée des rôles sociaux. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut encore intervenir, mais comme c'est un débat qui passionne et passionnant, je crois qu'on peut en parler encore des heures. Je crois qu'on va laisser la parole à ceux qui veulent poser des questions dans la salle, s'il y en a. On va faire passer un micro. On va passer un micro. Je vais lancer, moi, si vous comme ça va. Sébastien Groslo, grand bâtonnier. Je voudrais dire au public que contrairement à l'image qu'on peut donner, on rigole beaucoup dans la justice. On se marre. Donc c'est vrai, il faut le dire, parce qu'on a beaucoup raconté effectivement ces anecdotes qui sont dramatiques, douloureuses, et donc on emporte ça avec nous. Et je dois vous dire que du côté des avocats, ça nous arrive effectivement de plaisanter entre nous et de beaucoup nous marrer, il faut le dire, parce qu'on a besoin de ça pour un petit peu sortir de ces drames-là, parce que c'est une manière aussi d'évacuer cette pression. Ma question est toute simple, est-ce que du côté des magistrats, est-ce qu'on rigole aussi? Venez-vous. Oui, comme je le disais, on rit beaucoup. C'est un défouloir. Moi, je compare vraiment ça à l'humour carabin. Enfin, le type des urgences qui voit défiler des blessés graves et des cadavres toute la journée, ben, ils se marrent comme des malades. Alors, je ne dis pas qu'on a le même genre d'humour, nécessairement. Hein. Mais oui, même, et ça, tous les présidents d'assises vous le diront, aux assises, il est arrivé, moi j'ai vu une salle, bon, encore une anecdote, mais tant pis, c'était une affaire d'inceste. Et c'était un père qui violait toutes ses filles, a priori, pas de quoi vraiment rire. Et puis il faisait ça dans une caravane au fond du jardin. Et un jour, le petit ami officiel d'une des filles passe sa tête par la fenêtre et voit le père en train de faire certaines choses avec sa fille. Bref, ce jeune homme est cité comme témoin aux assises. Et la présidente d'assises, qui est d'ailleurs Cécile Simon, qui intervient dans le film, lui dit « Monsieur, qu'est-ce que ça vous a fait de voir ça ?» Alors je ne vous fais pas l'accent picard, je suis nulle, mais c'est encore plus truculent avec l'accent picard. Il dit « Ça ne se fait pas. » Certes, donc elle essaie, en fine psychologue qu'elle était, de le pousser un peu davantage, et il lui dit « Mais pourquoi ça ne se fait pas ?» Et là il lui dit « Ah ben ça se fait pas de piquer la femme d'un autre. » Voilà, c'est un exemple parmi des milliers, et là je vous jure que tout le monde pleurait, mais pour d'autres motifs. Quoi. Oui, l'humour est nécessaire. Moi, je ne peux pas vivre sans humour. Je n'aime que les gens drôles. Et je crois que pour ce métier, vraiment, si on n'a pas un peu de sens d'humour, de second degré, de dérision, etc., on a du mal à survivre. Moi aussi, je veux essayer de vous faire pleurer. C'est une histoire que je vais vous raconter, encore une anecdote, et je la tiens de la personne du président d'audience à qui c'est arrivé. C'est donc l'histoire de première main. Donc un président d'audience correctionnelle, à l'époque où on poursuivait les chèques sans provision. À l'époque, il est déjà révolu depuis longtemps, Dieu merci. Et une personne comparaissait toujours à quasiment toutes les audiences pour la même affaire, chèque sans provision. La seule différence entre les affaires, c'était le nom de la banque, le montant du chèque et le bénéficiaire. Et un jour, il avait franchi un degré dans l'escalade de la délinquance. Il avait commis un vol à l'étalage. Le président qui avait l'habitude n'en verrait jamais le dossier, puisque c'était toujours la même chose. Et il prend son dossier à la fin. Heureusement, il n'y a pas eu ce jour-là qui était au début, ça m'a fait permis à des gens de rire. Et il dit « Ah, monsieur Inter, encore un chèque sans provision ?» Et l'autre lui répond « Ah non, monsieur le président, cette fois, c'est provision sans chèque. » Oui, on rit effectivement beaucoup, et on rit aussi beaucoup à la cour d'assises, on rit dans les coulisses et on rit aussi à l'audience. Alors c'est une chose qui est importante de savoir, mais en tout cas nous le disons, le président d'assises, quand nous recevons les jurés, le premier jour, il est interdit bien sûr de manifester son opinion personnelle, sauf que ça ne nous interdit pas de pleurer et ça ne nous interdit pas de rire.
Et à bon escient, bien sûr, quand une cour d'assises rit, elle rit, comme disait ma collègue, absolument de façon générale. Et absolument tout le monde rit. Les accusés et les victimes. C'est pas si rare. Questionnement public entre ces débats de bruit. À la différence des carabins quand même, c'est que nous ne pouvons pas peinturer les salles d'audience de nos fresques, comme on le fait dans les autres. Voilà. Le fresque sexiste. Même si la fresque, qui est rien de remarqué, a une licorne sur la droite, mais je tiens à préciser, ce n'est pas une fresque judiciaire à l'origine, c'est un téléfilm qui a été tourné ici, il y a quelques années, La Bonne Marion, qui avait été tourné ici, et à cette occasion, le magnifique fond vert de la tour derrière a été transformé avec ce fond. Et comme nous apprécions peu d'autres fonds verts, on a dit, bon, ça va rester, a priori, personne n'a remarqué qu'il y avait une licorne sur la gauche, donc on est resté quand même dans le domaine de la réalité. Mais du coup, j'en profite, puisqu'il n'y a pas de questions, mais vraiment, c'est des questions, les débats. Mais j'en profite aussi pour vous dire à quel point les magistrats sont aussi saisis, au-delà des cas individuels, de phénomènes de société, de problèmes sociaux, de ce qui se pose à nous en tant que société. Et pas simplement la succession des cas, celle que j'évoquais. Elle est importante, parce que la casuistique chez les magistrats, c'est très important. Nous sommes là pour juger un homme, un fait, un moment, une action, c'est ce que la loi demande. Évidemment, la succession des cas nous amène à réfléchir de manière globale aux phénomènes qui en fait arrivent devant nous. Et alors je ne voulais pas que l'après-midi passe sans que nous évoquions un des phénomènes importants en ce moment, et vous le savez, c'est la question des violences faites aux femmes. Alors vous savez que la magistrature française aujourd'hui, un des phénomènes auxquels elle est confrontée, il n'y a pas que celui-là, bien sûr, c'est pas le seul phénomène criminel en France, mais c'en est un important, c'est la question globale des violences faites aux femmes et du rapport entre les hommes et les femmes. Alors, tout le champ des violences sexuelles, sachez que les cours d'assises passent énormément de temps sur les affaires de viol, et vous avez suivi toute cette réflexion sur la juste juridiction qui doit être saisie des viols. Est-ce que c'est de la cour d'assises ou est-ce que c'est un tribunal criminel? Vous savez qu'une expérimentation est en cours actuellement dans les Yvelines sur le tribunal criminel. Donc toute cette question des infractions sexuelles, mais aussi, vous savez, toute la question des féminicides, des meurtres de femmes. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, à ce jour, c'est 94 femmes qui ont été assassinées depuis le 1er janvier 2019. Assassinées par leurs compagnons, leur ex-compagnon, leur petite amie, leur mari, enfin voilà, souvent dans un cadre conjugal, en tout cas affectif, amoureux, souvent aussi dans un cadre domestique. Ce sont des meurtres qui ne sont pas commis sur la voie publique. On a tous cette image, en fait, on risque d'être tué par un inconnu de nuit sur la voie publique. Non. En réalité, on est tué par son mari dans la cuisine. C'est ça ce qui est le plus risqué aujourd'hui en France. Et donc, il faut s'interroger aussi sur la façon dont une institution s'empare d'un phénomène social. Et de l'interaction qu'il peut y avoir entre la société et une institution. Voilà, quand l'institution judiciaire est saisie d'un phénomène social et d'une conscientisation, d'un mouvement qui est un mouvement d'interrogation sur la façon dont la justice condamne les féminicides, comment elles s'en emparent, comment ils sont traités, notamment comment le parquet peut agir en amont sur les différentes plaintes qui ont pu être déposées. Vous savez qu'un des sujets, c'est que les femmes qui sont tuées souvent ont déjà déposé plainte, ont déjà dit qu'elles avaient peur, ont déjà dit qu'elles étaient menacées, très souvent menacées de mort, ce sont des menaces claires. S'interroger globalement sur ce phénomène, c'est après s'interroger sur les cas. C'est-à-dire que nous allons traiter les cas les uns après les autres. Comment on fait pour les inscrire dans une réflexion globale? Et ça, je pense que vraiment l'interaction entre la société civile et l'institution, c'est fondamental. Et qu'il faut savoir s'interpeller mutuellement, que la justice rende des comptes sur la façon dont elle traite cette affaire, que la société nous dise clairement ce qu'elle attend de l'institution judiciaire sur des sujets aussi importants que cela, que les avocats prennent toute leur part à cette réflexion, les médias, l'ensemble de la société est en jeu et en mouvement sur un sujet aussi important que les violences faites aux femmes. Voilà, je pensais que ce n'était pas possible que nous n'en parlions pas cet après-midi, vu l'actualité et l'importance du sujet. Je vais vous poser une question. Par rapport
se présenter. Quelles solutions vous pensez qu'on peut apporter aujourd'hui en dehors d'un film comme celui-ci? La solution, c'est d'abord la pédagogie. Parler et parler et parler encore du métier de juge, et puisqu'on demandait à passer des messages, moi je suis une fervente partisane du jury d'assises, de la participation des citoyens à la décision de justice. Je sais que pour des raisons, là encore, d'efficacité, d'accélération des procédures, on réfléchit à d'autres modes, mais très franchement, et je pense que Jean-Christophe ne me contredira pas, on sort transfiguré quand on a été juré, on rentre, je le conçois, avec plein d'idées préconçues, avec des idées très fortes, des principes, et puis on se rend compte que la personne qui entre dans le box, elle a la tête de monsieur tout le monde, et puis on se rend compte que l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît, on découvre la difficulté de juger, vraiment, et parfois on dit ce que nous disons parfois, je crois, j'aimerais avoir à ne pas trancher parce que ce qui nous est interdit, parce que je ne sais pas, donc pédagogie, participation des citoyens, pour moi c'est tout à fait fondamental de garder cette institution, même si c'est trop long, c'est trop coûteux, c'est vraiment, et à un moment il avait été question d'introduire des citoyens dans les chambres correctionnelles. Je conçois bien que c'était irréaliste au regard des moyens, de la lourdeur, etc. Mais moi, plus les gens viennent aux audiences, voient comment la décision se confectionne, combien il est difficile de juger et que tous les jugements à l'emporte-pièce qu'on lit dans la presse, ou quand on portant un micro à quelqu'un, quand on voit des foules dire il aurait dû être condamné, ou c'est une honte qu'il l'ait été, ou qu'il ne l'ait pas été, enfin, etc. Venez juger, venez dans les palais, et là vous verrez comment ça marche vraiment. Je crois que le film est un jalon important, mais que vraiment, si on ne sait pas comment ça marche, si on ne voit pas comment ça marche, on continuera à avoir ces idées reçues. Et puis, j'avais une question, mais je ne sais pas si quelqu'un se dévouera pour y répondre dans la salle, c'est pas facile de prendre la parole, c'est est-ce que vous aviez une idée de ce qu'était un juge avant, pour ceux qui ont vu le film? Est-ce que cette idée a changé, en bien, en mal, ou simplement vous avez découvert quelque chose? Ça, moi, égoïstement, individuellement, ça m'intéresserait beaucoup. Merci. Bien sûr, je vais parler de mon expérience personnelle. J'avais peut-être une petite idée qui n'a pas été trop changée par la vision du film. Je pense que ça a commencé à venir avec le travail de Raymond Depardon, notamment le film Délit flagrant, et puis quelques autres coups sur son film Journal de France qui compile un peu tout ça quand même. Un peu la série Engrenage aussi, enfin voilà, bref, peu importe. Mais par contre, ce que je trouve très intéressant avec votre film, et d'ailleurs, merci, et que vous soyez là, c'est qu'il y ait ce lien humain, la parole, nous on la reçoit en direct, et donc forcément on se sent beaucoup plus concerné. J'ai l'impression qu'il y a un problème peut-être général qui est lié à la façon dont l'époque fonctionne, c'est que, vous pouvez me confirmer ou pas, mais c'est que les gens se sentent concernés par la justice quand ils sont dans la machine judiciaire, et en dehors ils font leur vie, ils n'ont pas forcément cette connaissance de votre milieu de métier, voilà, s'ils ne connaissent pas des gens dedans. Et justement, voilà, vous parlez de pédagogie et de jalon, je pense que c'est un jalon très important. Voilà, c'est justement entendu. Je suis tout à fait d'accord évidemment avec ce qui vient d'être dit sur la façon dont le juré découvre la difficulté du métier de juger. Je l'ai constaté à maintes reprises. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est l'occasion pour moi cette question de développer un autre aspect, c'est celui de ce qu'on appelle l'accès au droit. Parce que avant l'accès à la justice, il y a d'abord la connaissance des droits qui fait qu'à un moment donné, on a envie de saisir la justice pour les défendre, ces droits. Et vous ne savez peut-être pas que depuis quelques années, on a confié la politique d'accès au droit, qui est une politique publique, les politiques publiques d'habitude, on les confie au préfet du département, et bien là, on l'a confié au président du tribunal de grande instance. Et le président du tribunal de grande instance préside un organisme qui s'appelle le Conseil départemental de l'accès au droit, qui est un groupement d'intérêt public
Alors, je vais parler d'un CDAD journalier qui est celui de la Seine-Saint-Denis, parce que la Seine-Saint-Denis, vous imaginez que c'est un département en très grande difficulté, précarité sociale extrême, aussi très grande richesse, puisque c'est le troisième contributeur de TVA en France. Richesse et pauvreté se côtoient sans se mélanger, si je puis dire, c'est-à-dire que la richesse économique ne bénéficie pas à la population locale. On dénombre 170 nationalités, et vous imaginez donc les problèmes qu'il peut y avoir derrière. On considère aussi que dans ce département, il y a une présence de population en situation irrégulière, et donc qui a un grand mal évidemment à accéder aux droits. Donc des problèmes dans ce département tout à fait considérables. Et grâce à cette politique de l'accès au droit que l'on mène, on a 7 maisons de justice et du droit et 36 points d'accès au droit disséminés sur ce petit territoire que la Seine-Saint-Denis est fortement peuplé pour permettre à des gens qui sinon ignoreraient tout de ce que sont leurs droits fondamentaux d'en avoir connaissance. Et l'idée, c'est de dire aux gens, dans un département de très très grande violence, c'est de dire il y a d'autres solutions que de vous taper dessus pour résoudre vos problèmes. Il y a le droit. Voilà. Et le droit, en France, c'est une réponse pertinente à vos difficultés. Et donc, cet organisme, le Conseil départemental de l'accès au droit en Seine-Saint-Denis, fait différentes actions importantes au long de l'année, et notamment une à destination de la jeunesse du département. Parce que je pense qu'il faut aussi traiter les problèmes le plus à la source possible, et donc il faut toucher la jeunesse. Et tous les jours, j'ai une personne de mon conseil départemental de l'accès au droit qui est composé de 6 salariés, donc je suis chef d'entreprise aussi, je suis justiciable du conseil des prud'hommes, si je connais les infractions, enfin les infractions civiles au droit du travail, on peut venir me chercher querelle dans le conseil des prud'hommes. J'ai une double casquette. Je ne dirais pas qu'elle est plus difficile. Gérer 140 magistrats du siège, ou gérer et 400 fonctionnaires de justice, ou gérer 6 salariés de droit privé. Rien n'est simple. Bref, et tous les jours que Dieu fait, tous les jours ouvrables que Dieu fait, eh bien, nous recevons des classes qui sont prises en charge pour assister à des audiences. Et une fois dans l'année, on arrête toutes les audiences, sauf les audiences urgences. Et donc évidemment, il n'est pas question d'arrêter les comparutions immédiates, parce que malheureusement, on ne peut pas conclure de trêve avec la délinquance de Seine-Saint-Denis, avec celle, j'imagine, de Charente. Mais toutes les audiences qu'on peut arrêter, celles qui sont programmées, eh bien, on les arrête pour libérer les salles d'audience et faire des procès simulés avec des classes de 4e qui sont tirées au sort au début de l'année scolaire par l'Éducation nationale, c'est un partenariat avec l'Éducation nationale, et c'est leur projet de l'année. Et donc ils vont travailler un rôle et qui vont jouer ce jour-là, un jour du mois de mai. Donc chacun va jouer son rôle, donc c'est une affaire qui est conçue pour être justement très instructive sur le fonctionnement de la justice, l'affaire de violence scolaire, et plusieurs rôles sont à jouer dans cette reconstitution. Voilà. Et je pense que ces élèves, quand ils ressortent de cette expérience, vous imaginez les élèves de Seine-Saint-Denis, c'est une expérience absolument fabuleuse, parce que vous avez vraiment de tout. Et parfois, vous avez des potentiels absolument extraordinaires qui se révèlent. Et me dit-on souvent à l'Éducation nationale, d'ailleurs, des gens qui sont des perturbateurs dans les classes, qui se révèlent des excellents acteurs au moment où on joue ces procès. Voilà. Et pour eux, c'est vraiment une expérience de la compréhension de la justice, une activité d'éducation civique, et probablement un regard qui change complètement sur les justices. Moi, ma toute petite expérience, il y a 10 ans, je me suis retrouvée élue au prud'homme. Voilà, j'y suis encore, d'ailleurs, en anglais. Alors ça, c'est un peu ma vie privée, finalement, voilà, parce que j'en parle jamais. Et je me souviens encore la première fois que j'ai prêté serment ici, dans cette salle. Déjà, quand on arrive, on va sur une liste, on ne s'attend pas à être élu, on est élu, on
arrive, on nous explique comment ça se passe, qu'on doit faire. Et puis, peut-être vous parler de ma première audience, parce que c'est celle-là dont je me souviens, en fait, parce que je suis là tous les 15 jours, voilà, tous les jeudis matins. Je me souviens, on a l'impression d'être en hauteur par rapport, et qu'on a une position finalement, enfin, en tout cas, moi, que je juge pas assez proche. Et on nous explique bien qu'il faut garder ces distances, qu'il ne faut pas montrer que le sentiment quand on écoute quelqu'un. Et je me souviens, donc le dossier, parce que quand on arrive, on connaît les demandes, mais on ne voit pas les dossiers, on ne sait pas. Et le premier avocat, moi, je me souviens qui avait parlé, je me dis, ah oui, c'est bon, voilà. Ça y est, je sais, voilà. Et puis quand le deuxième prend la parole, on se dit, ah oui, non, mais l'autre, il a raison, c'est compliqué, quoi. Et quand il nous pose les dossiers à la fin, on se dit, mais il va falloir qu'on décide, quoi. On est 4, il va falloir qu'on décide, il faut se mettre d'accord en plus. On est 2 salariés, 2 employeurs, on ne se connaît pas. On se voit après, voilà, pour discuter du dossier quelques jours après. Et là, c'est compliqué des fois. Voilà, c'est compliqué parce qu'il faut qu'on prenne des décisions. Moi, j'appelle souvent, maintenant je parle, j'ai souvent dit, j'ai l'impression de gérer des divorces. Voilà. Voilà, je n'ai jamais vu de divorce finalement, mais je me dis, mais voilà, c'est des gens qui sont aimés passionnément, qui ont aimé travailler ensemble, et il y a eu un truc qui s'est passé. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'on a, d'abord, on est peu formés, on l'est un peu plus maintenant. Je sais que mes collègues qui sont arrivés, qui ont été élus, sont mieux formés en tout cas, et moi j'apprécie ça, parce que moi j'ai eu la chance, mes collègues m'ont aidé, et puis que j'étais en recherche, voilà, j'avais vraiment envie de faire quelque chose et de défendre les dossiers. Mais c'est vrai que quand on a fini de juger, quand on doit faire les rédactions, c'est difficile. Mais c'est surtout qu'après, en tout cas nous on a instauré quelque chose, c'est que quand on a terminé, malgré ce qui s'est passé, on va boire un café, on sort, et on va boire un café tous les 4. Parce qu'on peut arriver aussi à se battre sur des dossiers, on va être d'accord. Voilà. Donc, et quand donc la première fois que j'ai dû juger, quand je suis sortie, j'appelais ma maman et je lui ai dit, mais jamais il faut qu'on aille. Parce qu'en fait, même si j'ai eu l'impression que même si on n'avait rien fait, de toute façon, selon comment ça pouvait être évoqué, selon les avocats, on pouvait aussi se retrouver finalement. Voilà, donc ça a été, voilà, bon, ça fait 10 ans que je suis là et finalement, j'apprécie. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand on sort, je peux comprendre d'être un peu en solitude, voilà, et d'écrire des rédactions, parfois aussi, où on n'est pas d'accord avec, voilà, parce que c'est 3 sur 4, hein, et des fois on écrit des rédactions qui sont un peu difficiles. C'est ma collègue tout à l'heure, très, très justement, plus les citoyens rendront la justice, mieux ils comprendront les difficultés auxquelles nous sommes confrontés professionnels. Alors, votre témoignage est parfait, on parlait des cours d'assises tout à l'heure, vous, dans les conseils de prud'homme, en fait, on ne sait pas assez que les conseils de prud'homme, ce sont des citoyens. Et puis, je rajouterai un autre exemple, qui est aussi un exemple important, ce sont les assesseurs de tribunaux pour enfants. Il faut savoir aussi qu'au tribunal pour enfants, c'est aussi un magistrat professionnel et qu'il y a des assesseurs qui sont des gens, on dit, intéressés par la question de l'enfance, en fait, qui viennent avec les magistrats professionnels juger. Donc vous voyez finalement qu'il n'y a pas tant d'étanchéité que ça entre les citoyens et la justice. Il y a plusieurs endroits comme ça où ça se croise et où les citoyens viennent avec les juges professionnels juger. Et on est, je rejoins parfaitement ce que disait ma collègue tout à l'heure, je crois que plus ces endroits, plus ces passerelles existeront, mieux nous nous comprendrons. Mieux vous comprendrez, vous l'avez très bien exprimé, la délicatesse de l'exercice de juger. Ça n'est pas un exercice facile, vous comprenez. Et donc, quand vous lisez dans la presse, excusez-moi, monsieur, la presse, monsieur les gars de la presse parfois, quand on la lit, souvent on ouvre et on se dit, oh, comment ça se fait que lui, il n'a pas été mis en prison, comment ça se fait que telle affaire a été si mal jugée. Mais quand on exerce soi-même la justice, on s'aperçoit à quel point tout cela est délicat, fin, nécessite de l'écoute, de la réflexion, que rien n'est simple. Et je crois que ça donne une meilleure compréhension de l'acte de juger par les juges professionnels, qu'il y ait aussi des gens de la société civile qui participent. Et donc je rejoins vraiment parfaitement l'analyse de Fabienne tout à l'heure, qui consiste à dire plus il y aura de pont entre la société civile et la justice, mieux ce sera. Juste pour compléter, moi aussi, je remercie de votre témoignage. Il y a un autre tribunal qui, moi, m'a émerveillé sur le plan professionnel. Et en région parisienne, on n'en parle jamais.
que c'est le tribunal paritaire des bourgs-ruraux. Parce que moi j'ai eu un sentiment, j'ai 7 ans juge d'instance, c'était au début de ma carrière professionnelle. Je crois que j'ai jamais rendu un jugement dans ce tribunal. Pourquoi? Parce qu'on a considéré toutes les affaires. Et alors, il y avait 2 assesseurs représentants des bailleurs et 2 assesseurs représentants des preneurs. Mais j'ai jamais su à la fin qui était le représentant des uns ou le représentant des autres. Pourquoi? Parce que généralement, dans les exploitations agricoles, on est tous un peu preneurs et tous un peu bailleurs pour voir des exploitations rectilignes et exploitables. Donc finalement, c'est pas comme au Conseil des prud'hommes où on représente l'employeur d'un côté et le salarié de l'autre. Là, c'est plus diffus. Et alors, ce qui est merveilleux dans cette juridiction, c'est la connaissance qu'avaient les assesseurs. Moi, je n'avais pas. Moi, j'avais la connaissance du droit. C'est déjà pas mal. Enfin, ça ne suffit pas. Et ça ne suffit jamais. Les juges, c'est qu'un élément de droit. Et eux, ils avaient la connaissance du milieu agricole. Ils avaient aussi la connaissance du terrain. Ils connaissaient les parcelles. Et quand on cherchait à proposer des accords, à faire émerger des accords, si on disait, par exemple, on va mettre dans le lot pour équilibrer, si je puis dire, tout ça, on va mettre, par exemple, 1 km de fil de fer barbelé. Combien ça coûte? Je n'ai pas besoin de redonner une expertise. Ils avaient la réponse tout de suite. Combien coûtent les terres à tel endroit? Ils savaient au centime près combien coûtaient les terres à tel endroit. De telle sorte qu'en fait, on a réussi, quasiment dans toutes les affaires, à obtenir des accords. Voilà. Là, je pense qu'on a fait du bon boulot. Alors, statistiquement, 0. Je pense que j'étais passé une quasi-sanction disciplinaire, puisque je n'avais rendu aucun jugement dans cette matière. En revanche, je pense que localement, on avait fait du bon boulot. Voilà. Alors, après, je voulais rebondir aussi, moi, vous savez, j'ai une passion pour ce métier, pour plein de raisons. Et puis alors, aujourd'hui, je continue de m'émerveiller. Quand vous êtes confronté à ce que vous disiez tout à l'heure, j'entends le demandeur qui s'exprime. Et voilà, c'est limpide. Enfin, ça y est, je n'ai pas besoin d'écouter le défendeur, c'est simple. On va pouvoir rendre le jugement tout de suite. Et alors, moi, je sais, évidemment, par habitude professionnelle, que c'est pas si simple que ça. Et j'ai toujours un malin plaisir à me retourner vers l'autre avocat en disant, maître, vous n'avez pas fait ça quand même. Non, monsieur le président, l'affaire, c'est pas du tout celle-là. Et toc, on part sur une autre version. Et moi, je continue de m'émerveiller. Voilà, je trouve ça absolument passionnant comme expérience. Et au fond, dans la vie quotidienne, quand on entend des choses, quand on entend des tas de choses sur les réseaux sociaux, quand on entend des tas de choses, quand vous lisez des tas de choses dans les journaux, eh bien, quand vous avez exercé ce métier pendant des années, vous savez toute la relativité des choses, et vous savez très bien que vous ne pouvez rien croire tant que vous n'avez pas entendu tous les sons de cloche. Et ce qu'il y a de merveilleux aussi, c'est pour ça que ce métier aussi me passionne. Vous venez là de parler du principe du contradictoire tout à l'heure. Mais le débat judiciaire, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Est-ce que vous connaissez un autre endroit dans la société où on organise la parole de cette manière? C'est-à-dire qu'on donne à toutes les personnes la chance de pouvoir exprimer totalement leur point de vue. Moi, j'en connais pas d'autres, et ça, je trouve que c'est quelque chose d'absolument fabuleux dans notre métier. Encore faut-il apprendre à écouter. Et parfois, j'ai souvent regretté dans mon métier qu'on ait appris si tardivement les méthodes qui existent pour savoir les écouter. Et j'ai eu l'impression d'avoir à les découvrir par moi-même et parfois à réinventer les choses. Voilà. Et alors, une dernière chose que je voulais vous dire dans votre témoignage, c'est aussi au moment où on rend un jugement, alors on prend le temps souvent en matière civile, on ne rend jamais un jugement sur le siège, c'est rare, on donne une expertise, on peut le faire sur le siège, mais prendre sur le siège, ça veut dire prendre immédiatement après avoir entendu les parties. Généralement, on se donne le temps et on rédige le jugement, et enfin, une fois qu'on l'aura rédigé, on va faire connaître la solution. Et bien souvent, j'ai souvent fait cette expérience de partir avec une idée préconçue, enfin pas préconçue, mais une idée, en me disant, voilà, je vais probablement rendre le jugement en tel sens. J'écris, et au moment où j'écris, ouais, ça passe pas, ça colle pas. Je ne peux pas le démontrer. Et finalement, je fais la démonstration inverse, et là, ça coule tout seul. Voilà. Et ça, c'est l'épreuve de l'écrit. Le fait que nous soyons obligés, dans notre travail, de devoir rendre des comptes sur la décision qu'on rend, c'est-à-dire qu'il faut
au moment où on rend notre décision, dire quel est le raisonnement sur la base duquel nous arrivons à cette solution. Eh bien, ça, c'est extrêmement salutaire, et ça répond peut-être aussi à une des questions tout à l'heure que j'évoquais peut-être moi-même pour répondre à une autre question, qui est celle de l'arbitraire. Il n'y a pas d'arbitraire, enfin, en tout cas, on repousse les limites de l'arbitraire, parce qu'il faut qu'on rende des comptes sur le raisonnement qui nous conduit à prendre telle ou telle décision. L'épreuve de l'écrit, c'est souvent décisif. Je voulais savoir si, parce que quand même on est au festival de cinéma, je voulais savoir si vous avez vu dans des films ou dans des séries ou à la télé ou au cinéma, si vous avez vu quelquefois des personnages ou des acteurs ou des séries, des histoires qui ressemblaient vraiment à ce que vous vivez au quotidien ou qui étaient proches de ce que des enjeux, enfin quelque chose qui n'est pas réducteur. Alors évidemment, moi j'ai un exemple qui me vient tout à fait en tête immédiatement parce que je m'en suis beaucoup servi cette année. C'est le film qui s'appelle Jusqu'à la garde de, j'ai peur de décrocher son prénom, Xavier. Xavier. Voilà, c'est un livre, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film, il s'appelle Jusqu'à la garde, et en fait Jusqu'à la garde. Il est passé hier soir sur l'écran devant le palais. Formidable. Alors, Jusqu'à la garde est un film qui commence par une très très longue séquence chez un juge aux affaires familiales. Une séquence d'un quart d'heure en 20 minutes. Je l'ai utilisée à l'École nationale de la magistrature à plusieurs reprises pour travailler dessus. Je trouve cette scène, enfin, elle me marque beaucoup parce que quand je la revois, et j'ai revu plusieurs fois, je me suis à chaque fois mise à la place du juge, de cette juge aux affaires familiales, parce qu'en fait on la voit elle, et puis on voit une fois monsieur, une fois madame qui donnent des versions totalement différentes des faits. Et à chaque fois, et j'ai fait cette expérience en BNS, c'est-à-dire qu'on a arrêté la scène et j'ai demandé à tous les collègues qui étaient dans la salle, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez fait différemment de cette juge aux affaires familiales? Et on s'est tous aperçus qu'on aurait fait la même chose. Il est certain que nous aurions décidé qu'il y avait un droit de visite et d'hébergement pour le papa sur cet enfant. Et que tout ce qui nous est montré, tout ce qu'on voit de la vie familiale qui n'est pas rendu totalement dans l'audience, eh bien, elle ne prendra pas sa place dans la décision judiciaire parce que le débat judiciaire est très bien organisé, le contradictoire est parfaitement mis en scène dans cette partie du film où l'on voit madame expliquer sa position et monsieur exprimer la sienne, avec des arguments très forts, sur des arguments habituels sur le droit du père. Et pourtant, effectivement, le système judiciaire va amener à cette décision et on va ensuite toutes les conséquences que ça va avoir. Je trouve ce film excellent par la réalité. C'est ça votre question, est-ce que ça vous rappelle une scène réelle? Eh bien oui, cette scène du juge aux affaires familiales me semble parfaitement conforme à ce qui se passe dans un cabinet du juge aux affaires familiales. Je l'ai été moi-même pendant 5 ans. Juste pour dire que jusqu'à il y a peu de temps, on a passé notre temps quand même entre nous à pester contre la représentation de l'univers judiciaire, notamment via les séries, via certains films où, par-delà les erreurs techniques grossières, ça ne correspondait pas du tout à notre réalité. Je crois que ça s'améliore maintenant. Enfin, globalement, on repère moins, j'allais dire, le procureur qui arrive en courant au milieu de la cour d'assises pour dire « j'ai trouvé, c'est pas lui le coupable, c'est l'autre ». Voilà, ça, on ne le voit plus, de la même manière qu'on ne voit plus les erreurs qui étaient liées à une vision anglo-saxonne de la justice. Tous, hein, on a été appelé votre honneur au moins une fois dans notre vie, on aime bien d'ailleurs. Voilà, et c'est pas fait j'allais dire avec de malignes intentions, c'est que les gens croient tout simplement qu'on vous appelle comme ça, de la même manière qu'ils croient que, comme Plantu, on a un chapeau sur la tête quand on rend la justice. Hein. Donc voilà, tout ça, ça s'améliore. Alors, je ne veux pas faire de corporatisme. J'ai remarqué que de plus en plus de collègues venaient comme soutien technique, conseil technique de ces films, de ces séries, etc. Je pense à l'Hermine, hein, qui est un autre film qui reflète assez fidèlement, par-delà, me semble-t-il, la réalité. Je pense à un film dont le titre m'échappe, mais Catherine Deneuve était juge pour enfants. La tête de l'eau, qui était, à mon sens, un film très juste aussi, justement sur le métier de juge pour enfants. Donc, franchement, il y a du progrès. Il y a du progrès, et peut-être que c'est un tout petit peu grâce à nous, quand je dis nous, c'est collectivement, on s'est rendu compte que ça suffisait comme ça.
pour les avocats, ça vaut aussi. Hein. Enfin, je suppose qu'ils ne se reconnaissent pas tous dans les images qu'on donne d'eux dans les séries ou dans les films. Ça s'améliore, franchement. Donc, je suis un peu assez optimiste. Oui, il faut dire aussi que les scénaristes viennent beaucoup vers nous. D'abord parce que nous avons été amenés de plus en plus fréquemment à fréquenter les gens du cinéma. Pour donner une anecdote, je crois que 2 jours sur 3 dans l'ancien cour de justice, il y a des camions de régie à Paris. Donc, oui, forcément, on se fréquente. Or, dans la fréquentation qu'on peut avoir avec les scénaristes, les gens de cinéma ou de télévision, ils sont complètement ébahis devant notre réalité. Ils disent, mais ça c'est incroyable. Et si je le mets dans le film, personne n'y croit. Et donc, en fait, la réalité dépasse la fiction. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui critiquent des films qui sont complètement en distorsion avec la réalité judiciaire. D'abord parce que la liberté d'écrire, la liberté de créer doit être totale, et puis parce que derrière l'absence de réalité, il y a des messages. Par exemple, je pense au film de Clouseau, La Vérité, il est évident qu'on est très loin, et en même temps on est très proche, parce que les mécanismes psychologiques sont authentiques, alors que le respect de la règle de droit est complètement ridicule. Voilà, il y a des tas de films comme ça. Je dirais même que le film 12 hommes en colère n'est pas la réalité. Ce fameux film qui nous sert tous potentiellement de référence n'est pas la réalité judiciaire américaine. Donc oui, en fait c'est un va-et-vient entre les deux mondes que sont le spectacle et ce que je pense. Et récemment, je crois que c'est le municipal, avait transféré une partie de son contentieux vers une justice prédictive ou une forme de justice prédictive. Et je voulais savoir quelle était la position des magistrats que vous êtes vis-à-vis de cette forme de justice, donc on va l'appeler justice, et savoir comment vous appréhendez cette évolution dans les années ou les décennies à venir par rapport au métier qui est le vôtre. C'est l'Estonie. Ce qui est sûr, c'est que c'est une réalité vers laquelle on s'achète. La justice prédictive, oui, peut-être quelques mots, je ne sais pas si je suis le terme pour l'expliquer. En fait, c'est l'idée que maintenant, avec les instruments informatiques, numériques dont on dispose, on va pouvoir rentrer dans des grands ordinateurs, si je puis dire, des bases de données très très complètes sur l'ensemble des décisions qui sont rendues dans un pays comme la France, par exemple, de telle sorte que ensuite, avec des algorithmes, on va pouvoir prédire ce qui devrait se juger dès lors qu'on rentre dans la machine telle nature de fait. Et évidemment, c'est à la fois extrêmement intéressant comme outil, et à mains égards, mais aussi extrêmement dangereux. Intéressant parce que pour les plaideurs, c'est vrai que c'est pas intéressant de savoir dès le départ quelles sont les chances de succès quand on va en justice. On donne un certain nombre de précisions sur son affaire et on en ressort ensuite avec un pourcentage disant, par exemple, on a 80% de chances d'obtenir gain de cause si on va en justice. Il y a toujours l'aléa, 20% de chance aussi que le risque qu'on ne puisse pas obtenir la décision qu'on souhaite. Ça ne supprime pas l'aléa, mais enfin, ça éclaire. Le danger, du coup, c'est que ça fige aussi. On peut être tenté de ne pas saisir le juge parce qu'on a très peu de chances d'obtenir gain de cause dans une société qui évolue, qui bouscule tous les paramètres sociaux et qui fait qu'au fond, on reste sur l'idée du résultat qu'on va obtenir qui est complètement, avec le temps, qui est complètement faussé. Mais aussi le danger vient de ce que, si on ne prend pas garde, on va pouvoir aussi préciser comment on va être jugé en blême par rapport à la façon dont on va être jugé à Bobigny. Et si en plus on peut mettre le nom des magistrats dans la machine, alors là on pourra dire, on voit bien que le juge intel, il défavorise les femmes, parce que systématiquement il leur donne tort.
et le juge un tel, eh ben, c'est un mollasson. Il relaxe systématiquement les qualificatifs de personnes poursuivies, et ainsi de suite. Donc on voit tout de suite les dangers. Et du coup, ça peut peser aussi. Le risque, c'est que ça pèse sur la décision des magistrats. Par exemple, on a de bonnes raisons de rendre une décision dans un sens, mais on se dit, comme ayant interrogé la machine, on en a 95% de devoir rendre la décision dans l'autre sens. Si je ne le rends pas dans le sens majoritaire, on va dire de moi que je suis un mauvais juge. Vous voyez, donc la machine elle-même influence le jugement, et du coup, à terme, va bouleverser les statistiques. Alors, c'est comme toute chose, c'est bon ou mauvais selon la façon dont on l'utilise. Si on prend des précautions, je pense qu'il faut en prendre. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, d'ailleurs, c'est le danger aussi des algorithmes. Parce que le problème des algorithmes, c'est toujours des biais. Quand on construit un algorithme, c'est systématiquement biaisé. On n'y peut rien, c'est comme ça, parce que c'est fait par un homme qui, du coup, a des présupposés, va faire des choix, va prioriser une chose plutôt qu'une autre, et ainsi de suite, de telle sorte que ça va avoir une incidence sur le résultat. Donc, on ne peut pas y échapper. Parce qu'on a tous une perception des choses à travers un prisme déformant, qui est notre vécu, notre personnalité, notre approche de la vie, et ainsi de suite. Donc, les algorithmes eux-mêmes recèlent un danger, et combien ce sera difficile, vous imaginez, face à des algorithmes extrêmement difficiles, extrêmement complexes, de faire toute la transparence sur la façon dont il est construit cet algorithme. Donc, évidemment, on voit bien que là se nichent des dangers très importants. Donc, tout l'enjeu, c'est évidemment de faire dans cette friche d'outils qui vont se développer immanquablement, parce que tout ça c'est soumis à la concurrence, qu'il y a aussi des tas de lobbies, des tas d'intérêts en jeu. Par exemple, les compagnies d'assurance pourraient avoir un intérêt à développer des bases de données qui leur soient favorables. Tel type de société pourrait aussi vouloir avoir intérêt à développer des outils qui disent des choses différentes. Donc on voit bien que là il y a des enjeux à la fois de concurrence et aussi de pouvoir, d'influence, et au total aussi de profit. Voilà. Donc c'est comme tout le reste. Ces outils sont à la fois porteurs des plus grands dangers selon la façon dont on les utilise, mais aussi de meilleures choses aussi, puisque finalement le plaideur peut se trouver extrêmement éclairé par ces outils. Voilà. Alors l'enjeu, ça va être de trier là-dedans le bon grain de livret, si je puis dire. Et je pense que le rôle de l'État va être de labelliser les outils qui représentent, au regard d'un certain nombre de critères qui resteront à fixer, une fiabilité par rapport à d'autres outils. Donc on sait qu'ils seront trompeurs, sujets aux manipulations, et ainsi de suite. Voilà. Je pense que le vrai enjeu, c'est là. Mais au bout du compte, l'éternel optimiste que je suis, je pense qu'on ne pourra jamais supprimer l'humain avec ses forces et ses faiblesses. Évidemment, la machine a des forces que parfois l'humain n'a pas. Voilà. Mais je pense qu'on ne pourra jamais se séparer ou faire l'économie d'une justice humaine. Moi, je vais ajouter autre chose sur la question de la justice prédictive, c'est qu'il n'y aura pas de justice prédictive sans d'abord avoir montré l'ensemble des décisions des juges français. En fait, l'enjeu aujourd'hui, l'urgence aujourd'hui, c'est de savoir ce que l'on fait de ce qu'on appelle la jurisprudence. La jurisprudence, ce sont toutes les décisions de justice qui sont rendues au premier comme au deuxième niveau juridictionnel et qui existent pour l'instant au fin fond des tribunaux. C'est ce que j'appelle notre or. On a cette or dans nos caisses, dans les tribunaux. Et puis cet or, en fait, on n'en fait rien. C'est-à-dire que la justice française, l'État français, n'a pas investi pour que nous ayons nous-mêmes notre propre analyse de notre propre jurisprudence. Que nous sachions, nous les professionnels du droit, en fait, ce que nous faisons, ce que nous produisons. En réalité, les juges aujourd'hui ne sont pas capables de faire de la justice prédictive. En fait, on est assez peu capable de prédire nos décisions. Et d'ailleurs,
prédictive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir, on n'est pas prévisible. Et il y a une grande demande de prévisibilité de la décision de justice. Les gens aiment savoir, s'ils vont devant un juge, à peu près ce qui va leur arriver. Et là, on revient à la notion que Renaud exprimait très bien tout à l'heure, de l'arbitraire. Ce n'est pas l'arbitraire du juge, ce ne sera pas à la tête du client. Il y aura quand même une certaine prévisibilité. Ça, on sent que la demande sociale est assez forte sur la prévisibilité. Pour travailler sur la prévisibilité, il faut travailler sur les bases de données. Et vous connaissez ce terme, on appelle l'open data. L'open data, c'est quoi en fait? Ce sont les données massives rendues publiques. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est le fait de rendre publiques les données judiciaires. Alors, vous savez que la loi Le Maire, la loi d'octobre 2016, nous impose de rendre public l'ensemble des décisions de justice. Et nous tous, président de tribunal, j'imagine qu'Angoulême aussi vous avez reçu des courriers, nous on en a un par mois, à peu près, dans les tribunaux parisiens, avec ce qu'on appelle les legal tech, ces entreprises qui veulent travailler notamment sur les algorithmes, sur la justice prédictive, qui veulent nos décisions, qui veulent récupérer nos décisions pour travailler dessus, et ensuite pour vous vendre, parce que ce sera beaucoup aux avocats qui vont vendre ça, mais aussi aux particuliers, pour les vendre sur Internet, vendre leurs analyses de nos décisions. Donc moi je crois que nous devons, citoyens et professionnels du droit, bien réfléchir à la façon dont nous allons donner accès à notre ordre, c'est-à-dire à nos jurisprudences, à ce que décident les juges français. Et là, on voit bien que la tendance est en cours, de dire au nom une sorte de transparence générale, mot dangereux, à mon avis, que la transparence. Je pense qu'il faut surtout réfléchir à ce que nous voulons collectivement, et ça, je ne suis pas sûre que nous ayons été assez mûrs encore sur les décisions que nous avons prises, parce que la question de la pression, la légalité à notre endroit, nous les juges, cette pression pour rendre publiques nos décisions, alors on est en train pour l'instant de jouer la montre, voilà, avec moins de mois qu'on n'est pas prêt. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais parce que pour l'instant, on pense que la réflexion n'est pas assez aboutie, et que si nous donnons demain toutes les décisions de justice qui vous concernent, que nous avons rendues concernant la population française, et bien qu'est-ce qui va en être fait? Comment ça va être utilisé? Comment ça va être revendu? Comment ça va devenir une ressource commerciale que l'État français n'aura pas su mettre en valeur et que la justice républicaine n'aura pas été analysée? Je vous livre ces questions qui doivent être, à mon avis, des questions de société, des questions collectives que nous devons traiter ensemble. Ça pose des tas de questions. Alors, il y a la question, bien sûr, de l'anonymisation, puisqu'il n'est pas question que les noms des justiciables concernés soient diffusés, mais il y a la question du nom des magistrats. Et ça, c'est en débat, c'est compliqué, etc. Et puis, mais moi, je suis sensible à la notion de prévisibilité. Et on nous reproche, et pour l'avoir vécu, là encore en matière pénale, je m'exprime sur le pénal, c'est évident, qu'on ne juge pas de la même manière un trafic de stupéfiants à Évreux et à Bobigny. J'ai fait les deux, je peux vous dire qu'à Évreux, c'est plus exceptionnel, on n'est pas comme, à Bobigny, il y a une chambre spécialisée qui ne fait que ça et qui va donc avoir tendance à baisser son niveau de peine, sauf exception, à Évreux, je vais caricaturer, quand vous saisissez 10 grammes de cocaïne, c'est l'affaire du siècle, voilà. Donc tout ça, je crois qu'il y a un moment, le justiciable, les avocats n'en veulent plus. Et donc, se pose la question, c'est un peu technique, mais quand même, du système de peine en France. En France, on a un système de peine, tout le monde ne le sait pas, maximal. La seule chose que le Code prévoit, c'est une peine maximale, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans, etc. À l'intérieur de ça, le juge est totalement libre. Et parfois, alors, totalement libre, je m'entends, après, en fonction des différents critères de fixation de la peine, etc., mais pour être simple, pour la même affaire, vous pouvez prendre un mois quelque part, 10 ans ailleurs. Voilà, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, c'est théoriquement possible. Dans des systèmes anglo-saxons, ils ont des barèmes de peine extrêmement précis. Pour reprendre l'exemple du trafic des stupéfiants, dans l'État de Californie, je le dis au hasard, 25 grammes de cannabis, c'est tant de mois de prison. 75 grammes de cocaïne, c'est tant de mois de prison. Le juge n'a aucune possibilité d'appréciation. Je ne suis pas sûre que c'est là qu'on veuille en venir, parce que la personnalisation de la peine, c'est important aussi, mais ces bases de données, le fait qu'on puisse dresser un tableau de ce qui se passe et qu'on ne sait pas, y compris dans la chambre d'à côté qui va juger le même contentieux, je comprends ce sentiment de frustration que ça engendre et je comprends donc les efforts que certains mettent pour essayer d'harmoniser un peu tout cela. Donc ça, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Il faut être nuancé. Bien sûr, philosophiquement, spontanément,
Nul ici n'a envie d'être remplacé par un algorithme. Ça ne se produira pas, j'en suis certaine, mais qu'on ait l'information, si au moins ça peut servir à ça, et nous faire réfléchir pourquoi est-ce qu'à Évreux on est plus condamné qu'à Bobigny. Est-ce que c'est normal, comme dirait l'autre? Non, voilà. Donc ça, pour ça, en termes de documentation, c'est une expérience intéressante, je trouve. Je vous propose peut-être de clôturer le débat. Je voudrais d'abord remercier vraiment vivement, parce que ça passe vite finalement, comme c'était passionnant, on n'a pas vu le temps passer. Je remercie vivement les magistrats qui sont là, qui ont fait preuve de beaucoup de sincérité, comme dans le film d'ailleurs, de leur disponibilité. C'était vraiment très très agréable. J'invite tous ceux qui n'auraient pas vu le film de Robert Samis, Rendre la justice, à aller le voir, courez-y. Ce sera donc en sortie nationale le 13 novembre 2019. Il faut y aller absolument. Vous retrouvez tous ces grands acteurs ici, présents, sur la toile, et c'est magnifique. Vraiment, allez-y. Je remercie également Stéphane Canales, notre technicien, qui est là, qui a une nouvelle fois été impeccable. Vous me permettrez également d'avoir un mot pour mes confrères qui nous ont aidés à cette organisation, Mme Barbara Gérard, Jean Ménard, Lionel Demien, Simon Rametti et Lionel Bétude de Moreau. C'était vraiment un plaisir de préparer tout ça avec vous. Je voudrais enfin, pour en terminer, vous inviter, ceux qui le peuvent, à un cocktail qui se tient à l'extérieur de cette salle. Vous pouvez évidemment nous y rejoindre, vous êtes cordialement invités. Bon festival à tous et à l'an prochain. Merci.